Vous avez écrit ou coécrit de nombreux ouvrages qui vont de l'interpellant Quand l'État tue la nation à l'immobilier de demain jusqu'à ce real estate qui vous a poussé à fédérer 250 startups tournées vers l'évolution de la technologie au service de l'immobilier. Vous êtes un atypique virtuose, dit de vous Décideur Magazine, entre classe politique et écosystème immobilier. Et vos engagements font de vous, à 36 ans, une source inspirante pour de nombreux décideurs. Pour ma part, je m'appelle Marius Boson, je suis attachée de presse et j'ai le grand plaisir d'animer cette tribune qui va débuter avec vous, Cédric Serre. Alors, pour entamer cette conférence exploratoire qui est en écho aux aspérités du territoire, d'abord peut-être poser le périmètre de ce qu'est cette tension, de ce qu'est cette profession immobilière qui vient de vivre sur les derniers mois, qui vient de témoigner de chiffres que vous confronterez également aux 5 dernières années. Oui, bonsoir, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir pour cette session donc des conférences de l'œil. Nous en avons fait quelques-unes avant, la 4e s'est faite en 2019, juste pour mémoire, je vais revenir sur ton introduction. Nous l'avions faite en 2019 à l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand. Nous avons décidé de nous extérioriser un petit peu, donc de venir jusqu'au casino. En fait, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de performance énergétique, mais plutôt des problématiques que nous rencontrons depuis maintenant plusieurs mois et qui s'annoncent, je peux peut-être dire coton, sur les prochains mois, voire les prochaines années qui se profilent. La présentation de l'œil, tu l'as faite, je vais donc gagner du temps, ce qui fera plus de temps pour notre intervenant et pour vos questions à son attention. J'avais juste repris, est-ce qu'on est bien? Oui, voilà la liste des membres de l'œil. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, on a la dizaine de promoteurs, on va dire locaux, historiques, régulièrement membres de la FPI, une dizaine de promoteurs qui ne sont pas membres de la FPI mais qui interviennent régulièrement sur le marché clermontois, les bailleurs sociaux qui sont présents également, et puis ensuite un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent pour, je dirais, la collecte, l'analyse et la restitution de ces chiffres. Les missions, deux missions principales. La première, donc, qui est un outil d'observation, et puis le deuxième qui est ce lieu d'échange, celui où nous sommes aujourd'hui. Je vais vous parler de chiffres, mais les chiffres, ça va un moment, on en fait un peu, c'est nécessaire, vous allez voir quelle est la situation. L'objet est aussi de prendre du recul par rapport à la situation et d'essayer d'avoir une vision un peu plus, non pas seulement locale, mais nationale, voire internationale, puisque j'ai le plaisir de suivre Robin depuis des années. Nous ne nous connaissons pas, mais son travail sur la Smart City ou sur la transformation numérique de la construction de l'immobilier sont des choses, alors je vais faire sa pub, il est à côté de moi, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, il y a une sortie, il y a des petits spots vidéo régulièrement mensuels maintenant. C'est toujours extrêmement intéressant de voir comment ça se passe dans d'autres pays, parce que oui, demain on va être confronté à un certain nombre de difficultés, mais peut-être réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit, et puis s'inspirer d'autres possibilités. Je disais que j'étais ravi de vous retrouver, je suis juste déçu, je vais mettre ce mot, de ne pas voir nos élus ce soir. Je constate, alors il y a peut-être des représentants d'élus, excusez-moi si je ne les connais pas, je ne les identifie pas plus exactement, excusez-moi, mais Monsieur Bernard n'est pas présent, Madame Mandon, Madame Vignal n'est pas présent, toutes les personnes qui interviennent sur le secteur de l'immobilier, de l'urbanisme, qui sont les premières concernées et qui, depuis notre dernier événement, ne sont plus présents sur ces événements-là. Ces absences dans un contexte que nous connaissons tous, je vais passer très rapidement là-dessus, mais la guerre en Ukraine,
coûts d'énergie, la hausse des coûts des matières premières, l'inflation, la hausse des taux bancaires, les difficultés de recrutement dans le bâtiment, et désormais une nouvelle réglementation, la RE 2020, qui est en application, qui est très certainement une bonne chose pour nous tous au quotidien, dans nos conditions de vie demain, mais qui constitue des pressions sur le monde de l'immobilier, sur l'acte de construire. Et au-delà de la RE 2020, comme il n'y a pas suffisamment de réglementation, nous savons que nos élus, ici absents, travaillent actuellement sur un PLUI qui aujourd'hui existe puisqu'il y a des versions de travail qui circulent, des versions que nous n'avons pas vues, sur lesquelles nous n'avons pas été consultés, et qui, une fois de plus, vont être produites et devant lesquelles nous serons mis devant le fait accompli. Alors, je parle au nom des promoteurs privés, je ne sais pas si les bailleurs sociaux ont été interrogés sur ces aspects-là. Toujours est-il que nous sommes nombreux à intervenir, nous ne détenons pas la science, ni le savoir, il n'y a pas que le fait de faire du chiffre d'affaires, mais c'est aussi la raison d'être des entreprises. Et interroger des spécialistes serait sans doute pour une co-construction quelque chose d'assez positif pour l'ensemble de la métropole. Je vais passer aux chiffres parce que c'est l'objet de notre présence. Alors je vous ai mis un petit avion qui monte parce qu'après c'est pas très simple. Les chiffres sont ceux-ci. Alors on a un peu de contre-jour. Ce que je me suis permis de faire, c'est donc un retour sur les 5 dernières années, en plus du premier trimestre 2023. Pour 2023, j'ai pris les chiffres du dernier trimestre que j'ai multiplié par 4. Je me suis dit, Cédric, c'est quand même un petit peu léger en termes de méthodologie. Il va y avoir des moyennes, des médianes à faire par rapport à tout ça. Robin, avec qui j'ai échangé à l'instant, m'a dit mais si vous faites 4 fois le premier trimestre, ça sera vachement bien. Voilà, parce qu'en ayant une vision un peu plus large, effectivement, multiplier les chiffres du premier trimestre par 4, ça n'est pas forcément ce qui va se réaliser. Et dans un contexte qui est de plus en plus compliqué, on peut penser qu'on n'atteindra pas forcément ces chiffres-là. J'ai combien de temps, Marius ? 4 minutes. 4 minutes, très bien. J'ai pris une petite lumière rouge. Est-ce qu'elle peut marcher? Elle ne veut pas? Elle est fatiguée? Non, si, je ne suis pas au bon endroit. Je vous montre juste ici. Donc 2022, on avait 920 mises en vente. Alors mises en vente, les programmes qui sont présentés à la commercialisation. Sur la base du premier trimestre 2023, on est à 308, on est à 67% de moins, on a largement baissé, et ça relève de la responsabilité des promoteurs qui ne lancent pas tout et n'importe quoi sur un marché qu'ils connaissent depuis longtemps. C'est sans doute une mesure assez précautionneuse. Quand on regarde derrière, par contre, les ventes nettes, on se rend compte qu'on était à 1075 en 2021, vous pouvez voir là les chiffres depuis 2017, on descend à 863 en 2022, on tombe à 392 en 2023, on a perdu 20% de ventes l'année dernière, on en perdrait 55% cette année. J'espère que ces chiffres ne sont pas autoréalisateurs. L'offre commerciale qui est sur le marché en ce moment, les appartements qui sont à la vente, on est sur un chiffre qui reste raisonnable en fait, et on voit qu'il n'a pas énormément augmenté, ça veut dire qu'il y a un minimum de ventes qui se font, mais ce chiffre va forcément évoluer. Un qui est particulièrement parlant, qui est juste en dessous, vous avez le taux d'écoulement. Les promoteurs ici présents savent ce que c'est, mais pour les autres, eh c'est le temps qu'il faudra pour vendre l'intégralité des appartements dans une opération. On était sur un ratio, vous pouvez voir, 9,8, 12,4, 9,5, 11,8. On passe à 23,5, on a juste doublé, en fait, sur le premier trimestre. Ces chiffres sont les chiffres à la fin de l'année, donc au 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, et ainsi de suite, parce qu'il fallait bien que j'en prenne un comme référence, juste pour que vous ayez les sources. Vous voyez ensuite le nombre de ventes en bloc. Alors on avait une quasi-stabilité, une augmentation en 2021 qui a sans doute un rattrapage de ce qui ne s'est pas fait en 2020 avec le Covid. On a pour l'instant une vente sur 2023, peut-être plus de ventes en bloc à venir avec l'opération de la Caisse des dépôts qui rachète auprès d'un certain nombre de promoteurs à la demande du gouvernement. On verra ce qu'il en est. Et ensuite, les ventes investisseurs, très clairement, on retrouve un taux qu'on avait en 2017,
53%, on était monté jusqu'à 70% et on vient de retomber à 54%. Avec un prix au mètre carré qui ne baisse pas. Et juste pour terminer cette partie-là, les incidences, ce que vous avez dans ce qui est un bleu très clair, ce sont des chiffres qu'on avait fait sortir à la société Adéquation qui nous accompagne sur la collecte d'informations. Et donc, les mises en vente en 2020, pour 648 unités, avaient représenté 195 millions d'euros, prix parking inclus. Ces chiffres représentaient 48,7 millions d'euros par trimestre. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, si j'ai fait simplement une règle de 3 sur 2021, 2022, 2023, sachant qu'en plus les coûts de production ont augmenté, donc ces chiffres a priori seraient plutôt supérieurs. Quand on était à 195 millions en 2021, on serait monté à 358, et sur les bases des chiffres actuels, on devrait descendre à 100 millions d'euros. 100 millions, ça veut dire que au lieu d'avoir les 48 millions d'euros qui se déversent sur les entreprises locales, je vais dire des noms que vous connaissez, je vais parler de gens avec qui on travaille tous plus ou moins, d'un Mazet, d'un Peretti, d'un GF3E, d'un Caroff, toutes ces entreprises qui sont implantées localement, et bien le chiffre d'affaires, bien évidemment, n'y sera pas. Et ces chiffres-là, on les annonce. Je vois que la présidente de la FFB est présente, merci. Merci d'être là, vous les connaissez. Ça s'annonce pas terrible. On le sait tous, juste voilà, grosso modo, le paysage auquel on peut s'attendre sur les prochains. J'avais reporté ici les arguments qui nous avaient été donnés par Adéquation à la fin pour la présentation de l'année 2022, en disant que c'était des pistes sur lesquelles il fallait travailler. Ils annonçaient une baisse des volumes, on y est, une hausse des prix, elle y est de la même manière, une légère relance des ventes en bloc, eh bien nous constaterons. Je vois qu'il mentionne régulièrement le BRS, bail réel et solidaire. Robin, j'ai cru voir dans une de vos newsletters qu'il y en avait eu 300 de signés, 327 en 2021. Voilà. Donc le bail réel solidaire, une vraie solution pour notre marché sur l'ensemble du territoire, bien évidemment. Bon, voilà. Bon, c'est pas terrible, c'est pas pour ça que vous êtes venus voir ceci. Je vais donc passer maintenant la parole à Stéphane Roch, à moins que vous ayez déjà quelques questions là-dessus. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Eh bien, Stéphane, à ton tour. Merci pour votre attention. Merci Cédric, ça peut être évident de les faire sourire maintenant. Alors, moi je vais être un peu plus optimiste. Déjà, pour la première des choses, c'est qu'au-delà de tous ces chiffres, j'aime toujours à rappeler quel est le métier d'un promoteur, et ce sont des femmes, des hommes en fait, qui prennent l'initiative de faire, qui endossent le risque pour faire des vrais lieux de vie en fait, que ce soit du logement, du tertiaire ou autre, mais pour les gens de leur territoire, leurs concitoyens. Et je trouve qu'on est souvent vilipendé, mais on ne voit pas tout ce qu'on fait derrière, on ne met pas ça en avant. Donc je tiens à le rappeler à chaque fois, parce que chaque logement neuf qui est livré, c'est une famille qui trouve de quoi bien se loger, avec des enfants qui peuvent bien grandir, et puis on sait tout ce que ça entraîne derrière. Donc voilà, c'est des choses positives. On est dans un contexte qui est extrêmement compliqué. On a un vrai croisement de courbes qui s'opère, et ça c'est un fait. Tu l'as dit, on est un acteur économique, parce que je pense que malheureusement dans ce pays, au-delà des faits, on met beaucoup d'idéologie ou de dogmatisme dans les décisions qui sont prises. Mais c'est vrai que lorsque les promoteurs tous, c'est toute la chaîne de valeur derrière qui s'enrhume, et 350 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année, sur un territoire comme Clermont-Auvergne Métropole et puis plus globalement l'Auvergne, 100 millions demain, ça sera du chiffre d'affaires en moins pour toute l'économie locale. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique, et c'est en ça où je rejoins Cédric, ça me révolte un peu parfois que nos élus, à minima, ne viennent pas écouter ce qu'on a à dire, parce que au-delà de tout le temps être d'accord avec nous, ils pourraient au moins entendre la version des faits tels qu'ils sont. Parce que quand on est professionnel, vous le savez tous, les faits sont là, ils s'opposent à nous et on ne peut pas les travestir. Voilà.
Donc 350 millions, 100 millions demain, et surtout, ça touchera tous les pendants de la société. Je vois que nos confrères du logement social sont également là, mais on fabrique plus de la moitié des logements sociaux aujourd'hui dans ce pays, il faut le savoir. Donc c'est pas juste les riches propriétaires investisseurs qui demain n'auront pas de logement, mais c'est aussi les gens qui sont le plus dans le besoin. Donc c'est en ça où cette crise, au-delà de sa profondeur et à mon avis de son extrême violence, elle est, je trouve, assez révoltante parce que j'ai le sentiment que du plus haut point de l'État jusqu'à parfois en local, on ne prend pas encore assez au sérieux. Parce que malheureusement, on travaille avec un grand déphasage, c'est-à-dire que lorsque vous vous baladez aujourd'hui à Clermont-Ferrand, vous n'avez jamais vu autant de grues. Mais en fait, les gens le savent peu, mais ce qui a été vendu est en train d'être construit. Et ce qui ne se vend pas aujourd'hui ne sera pas construit demain. Et ça ne se verra que dans un an ou deux. Bon. Côté positif de tout ça, c'est que y a des choses sur lesquelles on ne peut pas influer. C'est comme ça. Ça s'oppose à nous, le prix des matières premières, qui a explosé avec la guerre en Ukraine. Le coût des matériaux, alors qu'il faut savoir, avait déjà augmenté à la sortie du Covid. Et la guerre en Ukraine a été un accélérateur, très clairement, parce que le Covid a désorganisé toute la chaîne de fabrication et de production. Et cette guerre en Ukraine a rajouté un effet spéculatif de matières premières qui a fait qu'il n'y avait plus de prix. Le deuxième fait, c'est le taux de la BCE. Voilà, aujourd'hui, l'Europe, comme toutes les grandes banques centrales, vend l'argent plus cher. Et elle le fait vite parce qu'ils ont peur, une peur bleue de l'inflation, parce qu'on sait ce que l'inflation a amené en Europe, notamment il y a plusieurs dizaines d'années. Mais ils le font, donc l'argent coûte plus cher, et mécaniquement, en 6 mois, les gens ont perdu 30% de pouvoir d'achat. C'est ça que ça veut dire, la montée des taux. Donc 30% de pouvoir d'achat, et vous rajoutez tout ça, une géopolitique un peu globale et internationale qui fait que, objectivement, il y a de quoi parfois un peu stresser quand on voit ce qui se passe autour de Taïwan, en Ukraine et autres. Bon, je dirais que ça, le contexte international, on n'y fera pas grand-chose, donc je ne vais pas y passer plus de temps, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de prise. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'après, on a quand même capacité à influencer ce qui se passe à l'échelle nationale. Donc on a des grandes décisions descendantes qui, à mon sens, sont mal prises, ou en tout cas pas de manière très éclairée. Je prends un exemple très concret, c'est le dézonage du dispositif Pinel B2. Alors pour ceux qui ne sont pas rompus à ça, le dispositif Pinel est un incitateur fort aux investisseurs pour acheter de l'immobilier neuf. C'est extrêmement important pour les promoteurs parce qu'il permet d'obtenir en fait la pré-commercialisation nécessaire pour lancer les travaux. Et les investisseurs sont moins sensibles en fait à la date de livraison, donc ce sont souvent une clientèle qu'on a en début de commercialisation. Et lorsque l'État, dans sa grandeur absolue, en 2018, a voulu retirer le B2 sur l'éligibilité Pinel, sur notre territoire, nous avions des communes comme Beaumont, Serrin, Romagna, Pont-du-Château, Rion, qui étaient éligibles à ce dispositif. Et à l'époque, l'exécutif, notamment local, a été alerté, on leur a dit « Attention, parce que si nous ne sommes plus éligibles Pinel, nous n'aurons plus d'investisseurs sur ces territoires, nous ne pourrons plus faire d'opérations dans ces territoires. » Les résultats, en 2017, vous aviez 300 logements qui se fabriquaient dans ces communes. En 2021, il n'y en avait plus qu'une centaine. Donc ça, c'est un effet très concret d'une mauvaise décision très descendante qui a été prise sur le prisme de l'économie, il ne faut pas croire, c'est Bercy qui décide et le reste des ministères exécutent. Mais on est sur une décision qui impacte très concrètement l'aménagement du territoire, sur lequel, à mon sens, on se refuse de faire des véritables études d'impact, et notamment sur les capacités de ces territoires à être aménagés ultérieurement. Et voilà, et on continue comme ça. Il y a un deuxième sujet, c'est le ZAN. Le ZAN, donc le zéro artificialisation net, c'est-à-dire qu'à horizon 2050, la France ne pourra plus consommer 1 mètre carré de terrain sans avoir redonné à la nature 1 mètre carré. Certes, pourquoi pas, mais la question est on appliquera le ZAN de la même manière en Ile-de-France qu'en Auvergne. On va l'appliquer de la même manière à Lyon qu'à Clermont-Ferrand ou à Sébaza. Donc, je dis attention parce que sur ces grandes règles de fond, nous allons créer une tendance de fond qui va être dévastatrice. Pourquoi je dis ça? Et je vois que les aménageurs se sont déplacés en nombre ici et je les remercie. Mais le sujet de la maison individuelle, au-delà du rêve absolu qu'elle représente pour les Français, c'est surtout le produit le moins cher à fabriquer.
Donc, quand vous prenez un père de famille qui a 2 enfants, un budget de 250 000 euros, aujourd'hui, la maison individuelle est le seul produit accessible pour lui. Alors oui, il a des travers, peut-être qu'il faut qu'il fasse 30 km de voiture ou autre, mais si demain il va voir un de nos adhérents, avec 250 000 euros, il va péniblement pouvoir se payer un type 3. Donc pour loger 2 enfants et une famille entière de 4 personnes, c'est compliqué. Et puis cette personne, dans le même temps, en fait, elle sera trop riche pour avoir un accès à l'accession sociale que peuvent proposer les filiales des bailleurs sociaux. Et il sera encore plus trop riche pour être accessible au logement social en tant que tel, pour être locataire du parc social. Donc la question que je pose, c'est quelle est la solution pour cette personne-là? Et aujourd'hui, en m'inscrivant en Lausanne comme l'alpha et l'oméga de l'aménagement territorial, je dis attention, parce qu'on peut créer, pour le coup, une crise façon gilet jaune, mais qui sera exponentielle et qu'on n'arrêtera pas avec des chèques carburant ou des chèques pour autre chose, quoi. Voilà. Donc, par contre, l'avantage, c'est que ces décisions sont prises à l'échelle nationale, on a les moyens de les influencer, et c'est d'ailleurs le rôle d'une fédération des promoteurs immobiliers de prévenir, en tout cas nos dirigeants, sur les impacts de fond de ces actions. Et après, il y a ce qui se passe à l'échelle locale, donc un peu plus proche de nous. C'est vrai qu'on a parlé, il y a le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en train de se rédiger. Et nous, notre action au quotidien, c'est d'éviter qu'il y ait trop de bêtises qui soient écrites dans ce document. Parce que aujourd'hui, nous avons devant nous un problème, c'est l'accessibilité au logement pour les gens. Alors il y a plusieurs façons, hein, c'est-à-dire soit les gens ont un pouvoir d'achat qui augmente, voire même plus vite que l'augmentation des coûts de la construction, ce qui n'est pas notre cas dans notre pays. Soit on arrive à faire baisser les prix de la construction, mais en même temps on nous challenge de plus en plus sur les réglementations énergétiques qui ont un vrai coût dans le coût de production, donc c'est compliqué aussi. Et puis en fait à la française on est très coercitif, c'est-à-dire qu'on va forcer à faire. Donc on a forcé à faire du logement social dans les programmes neufs, c'est-à-dire à minima entre 20 et 30%. Sauf que le problème, il n'est pas de faire du logement social, le problème, il est au prix auquel on nous l'achète, qui est largement inférieur au coût de revient. Donc on a un effet de péréquation, c'est-à-dire que les prix augmentent sur la quote-part restante à commercialiser. Et ça a déjà été d'ailleurs dénoncé dans un rapport parlementaire il y a 10 ans, justement, qui disait « Attention », donc ce sont 2 députés qui ont alerté en disant « Attention », parce que les effets de péréquation vont sortir toute une frange de la population de la capacité à acheter du logement neuf. Et donc on se retrouve 10 ans plus tard, on a toujours cette servitude de logement social, et se susurre maintenant l'objectif de faire ce qu'on appelle du logement dit abordable, donc avec une notion toute relative, sur encore une quote-part de la production de logements neufs. Donc ce que je dis, c'est qu'à la fin, il ne faudrait pas qu'en voulant soigner le patient, on le tue avec le médicament qu'on veut lui donner de force. Et nous, notre job aujourd'hui, c'est d'arriver à faire comprendre et entendre que ces fausses bonnes idées vont gripper, voire complètement annihiler capacité à faire sur notre territoire. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Il y a les fausses bonnes idées, on doit se battre contre ça, mais je m'en arrêterai là. L'objectif aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on a capacité à décider de notre destin sur notamment ce qui se passe en local, c'est ce que nous faisons. Par contre, on a un objectif méta, par-dessus ça, c'est déjà de loger bien, et puis peut-être demain loger vert même, mais dans tous les cas, pour ça, il faut que ça soit accessible aux gens. Et si nous n'arrivons pas à faire du logement accessible dans sa globalité, on aura failli à notre mission. Voilà. Donc c'est à la fois empreint d'optimisme, parce qu'il y a toujours des choses à faire, mais avec parfois un peu d'interrogation quand je vois ces chaises vides au premier rang et que nos élus ne sont pas ici. Voilà. Merci. Merci Stéphane. Merci pour cette analyse et pour cette prise de position qui est importante ce soir. Alors, Robin Rivaton, avant que l'on aborde peut-être le sujet de cette conférence, un regard d'expert sur les chiffres qui viennent d'être abordés et puis également les interpellations de Cédric Serre et de Stéphane Roch. Les chiffres tels que vous les présentez, malheureusement, ils ne sont pas propres à l'Auvergne. C'est des chiffres qu'on retrouve dans tout le
paysage national, avec très forte baisse de la production. Certains territoires résistent un peu parce qu'il y a parfois des grands projets d'infrastructure. Je pense à l'Île-de-France qui a encore un peu de dynamique grâce aux Jeux Olympiques jusqu'encore dans 3-4 prochains mois. Mais ça va évidemment s'essouffler très, très rapidement. Mais tous les territoires sont concernés. Après, là où je leur mettrai un tout petit peu en perspective, et c'est important aussi d'avoir cette perspective-là, c'est qu'on a vécu des années extraordinaires. Et il faut aussi à un moment pouvoir aussi avoir ça et cette capacité à se dire que le niveau qu'on a connu de 2007 à 2021 était un niveau qui était très au-dessus de ce qu'on a connu sur la période d'avant, et donc il ne pouvait pas être le niveau courant de continu de production. Vous voyez bien, la croissance des ventes entre 2017 et 2021, c'est plus 50%. Plus 50%, c'était aussi une très forte augmentation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se satisfaire de la baisse absolument dramatique qu'on vit aujourd'hui, mais c'est juste pour aussi, parfois, avoir un petit peu un discours réaliste, et c'est aussi ce qui, parfois, fait un peu défaut dans les échanges entre les élus et la profession, de se dire, voilà, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et donc on a un niveau qui peut redescendre un petit peu à un niveau un peu moindre que celui qu'on connaissait. Il n'empêche que la situation aujourd'hui est catastrophique. J'avais écrit en février 2022 un livre qui s'appelait « Logement, la bombe sociale à venir », en me disant le sujet de la présidentielle doit être le logement, sinon ça va nous péter à la figure. Et finalement, le ministre du Logement, Olivier Klein, a repris ce terme de bombe sociale en novembre. Il a fallu 9 mois pour qu'il le reprenne dans une interview pour lancer le Conseil national de la refondation dédié au logement. Conseil national auquel j'ai beaucoup poussé la création et beaucoup participé, dont on a appris aujourd'hui qui sera terminé ou conclu par la Première ministre lundi prochain. Ce qui suscite beaucoup d'espoir et à mon avis espoir mal placé. C'est des espoirs très mal placés, puisqu'en fait ce qu'il faut à peu près, je ne vais pas faire un commentaire de la politique, du logement et de pourquoi le gouvernement est là. D'une part, je n'y suis pas, mais malgré la proximité que je peux avoir avec eux, après on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais je pense quand même ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à Bercy, depuis maintenant 2005, depuis quasiment 20 ans, il y a l'idée que le logement coûte trop cher, notamment dans une perspective de comparaison des déficits budgétaires entre la France et l'Allemagne. L'effort de la politique en faveur du logement au global, aide aux ménages avec les APL, aide à la partie production avec du Pinel ou d'autres types de taxes d'aménagement pour les collectivités. La politique du logement, dans la tête de Bercy, expliquait un tiers de l'écart de déficit public entre la France et l'Allemagne en 2005. Ça a complètement changé. Ça a complètement changé depuis l'Allemagne, qui en fait en 2005, l'Allemagne perdait 200 000 habitants par an. Si on perd 200 000 habitants par an, des logements, malheureusement, ils s'en libèrent. C'est mathématique. Depuis que l'Allemagne est de nouveau en croissance démographique, notamment par le jeu de l'immigration, l'Allemagne a posé des dizaines de milliards sur la table pour permettre aux gens de se loger, a remis en place des politiques extrêmement ambitieuses sur le logement. Et aujourd'hui, l'Allemagne dépense plus que la France en politique du logement. Donc, le Bercy est malheureusement sur une vision extrêmement passéiste. Mais c'est cette vision-là qui aujourd'hui imprègne toutes les décisions de politique publique sur le logement. Et vous avez beau expliquer rationnellement à une personne, la convaincre, il y a une sorte de mindset, d'esprit collectif qui est de se dire le logement aujourd'hui coûte trop. Et je vous invite à écouter les derniers commentaires de Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, qui a dit que le logement serait mis à contribution très fortement dans la réduction des dépenses publiques d'ici la fin d'année. Donc, mon hypothèse, après, encore une fois, je ne vais pas faire du commentaire la petite politique à la petite semaine, mais je crains qu'il y ait peut-être quelques signaux, mais qui vont être extrêmement mineurs, et que dans l'ensemble, il ne faut surtout pas attendre un coup de pouce du gouvernement, du côté des finances publiques, pour l'amélioration du logement. Alors, je ne veux pas vous plomber le moral, ce n'était pas l'objectif, on va essayer de passer un bon moment. Ouais, je vous proposais une intervention en 4 points, 4 temps, qui était de dire d'abord le logement. Pourquoi il faut du logement? Est-ce qu'il en faut? Parce qu'en fait, là aussi, je reviens sur le Conseil national de la refondation, mais il faut savoir, et c'est une anecdote amusante, mais en même temps qui est très révélatrice. La première personne à intervenir, la deuxième personne après les ministres à intervenir après les ministres lors du CNR, c'était la chef économiste du Trésor, Agnès Benassi. Elle avait fait une présentation où elle disait qu'il fallait 200 000 logements par an. Vous avez tous en tête le chiffre de 500 000 par an. Elle a fait une présentation. Ils lui ont enlevé ses slides. Au début, ils lui ont dit je ne peux pas présenter les slides comme ça. Ça va tendre un peu tout le monde dans la salle, donc tu vas le faire à l'oral. Tu ne vas pas présenter le slide. Et donc, première question importante, c'est de se dire pourquoi on fait du logement?
l'as dit un petit peu, mais je pense qu'il faut l'objectiver et c'est un point important à avoir auprès des décideurs politiques ou publics, de leur dire le promoteur il construit pas pour construire, c'est une entreprise, il cherche à faire du bénéfice, très bien, c'est pas le sujet, mais on construit pour loger des gens. Et donc essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Le deuxième point, c'est de voir que partout dans le monde, comme les collectivités sont prises au dépourvu face à la crise du logement, c'est-à-dire que la crise du logement, comme je vais le montrer, la demande elle est irrésistible et l'offre n'est pas suffisante. Donc les collectivités prennent des mesures de plus en plus interventionnistes en cherchant un peu la martingale, comme s'il y avait la baguette magique qui tout d'un coup va faire qu'on résout toute la crise du logement avec tel ou tel dispositif. On en parlait tout à l'heure, c'est le PRS, ça peut être n'importe quoi, mais le logement c'est tellement gros que ça ne se résout pas avec une mesure. C'est un ensemble de mesures et surtout une continuité dans le temps. Mon troisième point, c'est de dire que malheureusement, il y a des facteurs structurels de long terme qui font que la production de logements va être plutôt orientée à la baisse. Malheureusement, c'est un peu ce qui se décide. Et le quatrième point, c'est quand même essayer un peu de se dire mais comment on peut, quelles pistes on peut trouver pour, à l'échelle locale, mais ça peut être aussi déployé sur d'autres territoires, quelles pistes rapides on peut trouver et qui ne monopolisent pas ou mobilisent pas les finances publiques, puisqu'encore une fois, il n'y a pas un euro. Il n'y en a pas un. On peut chercher tous les gens qui... Et moi j'avais fait une proposition qui a été reprise dans le CNR, qui était une aide, alors je ne vais pas l'appeler aide au maire bâtisseur, parce que ça me semblait un peu périmé, le maire il ne bâtit pas en lui-même. Je voulais l'appeler l'aide aux communes qui grandissent, parce qu'une commune grandit. Donc c'est une aide purement marginale qui a été reprise par le ministre, et ça on sait que c'est mort, ça n'a pas été retenu par la première ministre. Donc essayer de trouver des solutions qui ne coûtent pas un euro de finances publiques, parce qu'il n'y a plus cet euro-là. En tout cas aujourd'hui il n'y a personne qui va ouvrir les vannes pour le faire. Donc, très rapidement, pour balayer ces quatre, et puis après ouvrir un débat avec vous tous, répondre aux questions, essayer d'échanger aussi. Le premier point, c'est pourquoi on construit des logements et combien on a besoin de construire de logements dans notre territoire. La formule est assez simple au final, et c'est là aussi où l'analyse de Bercy est parfois un peu réductrice. Bercy dit qu'il y a 66 millions, 67 millions de Français, il y a 37,2 millions de logements. Si vous faites une division bête et méchante, ça fait 1,90 habitants par logement, et au final, c'est pas mal, ça suffit. Évidemment, cette analyse, elle est stupide, au sens où les logements, ils ne sont pas là où on veut. Et il y a malheureusement une vacance des logements qui commence à augmenter, tout simplement parce qu'il y a des logements qui ne sont plus du tout désirables. Ils sont à des endroits où les gens ne veulent plus habiter. Donc c'est très facile de dire, quand on regarde la moyenne nationale et suivant le logement, il y a des territoires qui se désertifient. Et on en connaît partout d'ailleurs, c'est pas propre qu'à une région en France. Il y a des territoires qui sont des attractivités assez fortes, en déclin démographique et qui perdent des habitants chaque année. Et les gens ne veulent pas y aller tout simplement parce qu'ils y trouveront ni les emplois, ni les écoles pour leurs enfants, ni les soins médicaux s'ils sont un peu plus âgés, ni l'ensemble des services qui font la vie d'une ville ou d'un village. Et ça compte pour 50 000 logements par an. C'est 50 000 logements en moins, entre guillemets, qui chaque année ne trouvent pas de preneurs parce qu'ils sont situés dans une zone qui se désertifie. De l'autre côté, vous avez les résidences secondaires. Les résidences secondaires, alors on peut se dire que c'est pas bien, les gens doivent vivre dans un seul logement, ils ne doivent pas en avoir plusieurs, mais c'est la vie. Je veux dire, on ne va pas reprocher aux gens, malgré la pression fiscale qui ne fait que s'accroître, à résidence secondaire, vous avez maintien de la taxe d'habitation, majoration de la taxe foncière qui est en train de se dessiner. On avait aujourd'hui seulement 1500 communes qui pouvaient majorer la taxe foncière sur les résidences secondaires. On va passer à 4500 communes qui peuvent le majorer. Donc 4500 communes, c'est quasiment tout le territoire français. Majoration, donc la résidence secondaire va devenir un vrai luxe. Mais malgré tout, il y a des gens qui aujourd'hui deviennent propriétaires par le jeu des héritages, par le jeu de l'acquisition, propriétaires de résidences secondaires. Et ça représente encore 40 000 logements en plus chaque année. Donc là, je n'ai pas entamé une augmentation du nombre de personnes, et j'ai déjà 90 000 logements en moins chaque année. Ensuite, j'ai la réglementation sur le diagnostic de performance énergétique. Réglementation qui n'aura échappé à personne, réglementation qui, de mon point de vue, je me permets de le dire, est absurde. On est allé beaucoup trop vite. Aujourd'hui, elle est très dangereuse. On n'a pas prévu les exceptions. Il n'y a pas d'exception aujourd'hui dans la loi. Donc en fait, sans exception, on prend des risques majeurs, c'est-à-dire qu'on pénalise les petites surfaces. Aujourd'hui, dans le calcul du diagnostic de performance énergétique, l'eau chaude sanitaire compte énormément. Que vous soyez une personne dans un 40 mètres carrés ou 5 personnes dans un 40 mètres carrés, vous n'avez pas du tout, ou dans un 200 mètres carrés, vous avez bien la même consommation d'eau chaude sanitaire. Vous prenez une douche par jour à peu près, ou deux, selon, ou
moins d'une, mais bon, chacun fait ses choix. Mais à la rigueur, tout le monde consomme la même quantité de choses sanitaires. Ça vous pénalise énormément. Donc les petites surfaces prennent une énorme pénalité. Vous avez évidemment les copropriétés dans lesquelles vous ne pouvez pas mener les travaux. Vous avez évidemment et toutes ces choses-là, ces cas-là n'existent pas en temps pour déroger à la notion d'indécence et donc ne permettent pas de sortir. Donc on sait qu'on va vers une sortie du parc de logements indécents, puisque c'est la nomenclature, on ne les a pas qualifiés de logements insalubres, on les a qualifiés de logements indécents, qui va représenter, bon an, mal an, plusieurs dizaines de milliers, mes calculs sont plutôt autour de 40 à 60 000 logements par an supplémentaires. On est donc déjà à 150 000 logements en moins chaque année. À ça, après apparaît un facteur assez important, même deux facteurs importants. On a un pays qui accueille des gens. Bon, voilà. On peut se dire que c'est nul, hein, c'est pas bien d'accueillir des gens, c'est pas bien d'être attractif, que les touristes ils peuvent aller se faire voir, mais bon, de facto ils sont là, donc il faut bien quelque part les aider. On peut jeter l'opprobre sur Airbnb et autres, solution là aussi, quand on parlait je parlais un peu des solutions de facilité, on a l'impression qu'aujourd'hui interdire Airbnb, et je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on a l'impression que ça va résoudre tout d'un coup toute la crise du logement en France. C'est une erreur d'analyse assez évidente. Mais, donc on a ces touristes. Ces touristes, ils passent de plus en plus de nuits dans le pays, ils rapportent de l'argent quand même à chaque fois, et donc il faut bien trouver un moyen de les loger, 20 000 logements en plus chaque année. Et là on arrive en fait dans le dur, on arrive au moment où la population, on regarde la population elle croît. Voilà. Après là aussi on peut se dire que c'est pas bien, il faut que le nombre de Français reste stagne, il faut qu'il n'y ait plus d'enfants, mais la population elle croît alors de moins en moins vite, hein. Elle commence à croître de moins en moins vite. On est aujourd'hui sur 60 000 personnes en plus chaque année. Ça commence vraiment à se tasser, c'est certain. Mais ça continue de croître. Et ces gens-là, il faudra bien les loger quelque part. Et alors, vous pouvez bien. Ces gens-là, ils naissent où? Ils naissent dans les villes. Hein. Aujourd'hui, malheureusement, ils naissent pas dans les campagnes, ils naissent essentiellement dans les villes. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire, oui, vous naissez ici, mais allez habiter à 100 km de chez vous, au fin fond d'une zone extrêmement rurale, parce que c'est là où il y a des logements. Évidemment, ça va être un discours qui va être difficile à tenir. Et le dernier point, et ça c'est le facteur absolument masqué et qu'aujourd'hui personne n'arrive à appréhender, c'est le nombre de personnes par habitant. Et c'est pas en fait c'est pas une variable dans cette grande équation que je dessine, c'est la conséquence de tout. Aujourd'hui, si vous ne produisez pas assez de logements, les gens font tout pour ne pas finir à la rue. C'est basique, et c'est peut-être un peu stupide de le dire comme ça, mais c'est la vraie vie. C'est-à-dire que si vous construisez, vous restreignez l'offre de logement et vous ne mettez plus de logement sur une zone, les gens vont tout faire pour ne pas terminer à la rue. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens s'entassent. Je donne juste ce chiffre, vous abreuvez le chiffre ce soir, mais le Royaume-Uni et la France, c'est à peu près la même population. Le Royaume-Uni et la France, depuis l'an 2000, le Royaume-Uni a ajouté 6 millions d'habitants. Sur 22 ans, c'est combien de temps? La France a ajouté 5 millions d'habitants. Ils ont construit 2 fois moins de mètres carrés résidentiels que chez nous. 2 fois moins. C'est pas une bague, c'est 2 fois moins. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont 30 ans, ils vivent en couple, dans une chambre, dans une colocation, dans un appartement. Ils s'entassent, ils vivent dans des caves, ils vivent dans les greniers, ils vivent dans des maisons qui seraient considérées comme insalubres. Et les gens essayent de tout faire pour ne pas finir à la rue. Donc de toute façon, ce chiffre-là de la cohabitation, malheureusement, on ne sait pas ce qu'il reflète derrière. Alors, je vais illustrer avec l'Île-de-France, parce que c'est un territoire que je connais bien, mais en Île-de-France, aujourd'hui, vous avez plus d'étudiants qui vivent chez leurs parents qu'en l'an 2000. Est-ce que quelqu'un peut penser un instant que c'est un choix volontaire? Est-ce que c'est les étudiants qui disent « génial, je vais vivre chez papa-maman jusqu'à mes 35 ans » Est-ce qu'on peut penser que la colocation, c'est hormis les films qui la romantisent pour en faire un acte fondamental de la vie de jeunes adultes, est-ce que les gens peuvent penser que c'est quelque chose que les gens font volontairement? Les gens préfèrent être seuls chez eux. Est-ce qu'un jour on peut documenter le fait que les gens, parfois en situation de rupture dans le couple, ne divorcent pas parce qu'ils ne peuvent pas quitter leur logement? C'est pas quelque chose qui est anecdotique, c'est un phénomène qui est vraiment très très fort. Et donc toutes ces situations-là, la mairie va vous dire, oui, regardez, au final il n'y a pas tant de pression de logement. La pression cachée, masquée derrière ce chiffre du nombre d'habitants par logement, elle est énorme. Elle est absolument gigantesque. Et ça, à chaque fois, c'est un peu la grande inconnue où, encore une fois, si demain vous arrêtez de construire sur un territoire comme ici, vous arrêtez de construire un logement, ce chiffre de cohabitation va monter. Et donc, vous pourrez dire, oui, mais ils sont à 2 personnes par logement. Il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème énorme parce qu'il est masqué dans ce taux de cohabitation. Donc tout ça pour dire qu'on a besoin de logements, et c'est pas valable qu'en France, c'est pas valable qu'à Clermont, c'est valable dans tous
les territoires aujourd'hui qui existent occidentaux, il y a une pression énorme pour une demande de logement, notamment liée à la décohabitation. Les gens vivent de plus en plus seuls. On a eu une augmentation des divorces chez les plus de 60 ans, par exemple. On a eu des phénomènes extrêmement forts qui font que les gens vivent de plus en plus seuls et ça crée une demande très, très, très puissante pour le plus de logements. Et donc après, on peut encore une fois dire, c'est pas grave, les gens, on force, les gens font avec le stock qui existe, ils se débrouillent. Ça arrive, il y a 450 000 logements insalubres en France qui sont occupés. Quand on dit les DPE, logements indécents, il y a 450 000 logements insalubres. C'est-à-dire qu'il y a des conditions réelles sur la santé des occupants. Les gens les occupent quand même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. S'ils vont dans des endroits où il y a de l'humidité, où il y a des conditions énergétiques qui sont désastreuses. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, j'essaie de faire passer un peu les messages et les arguments aussi pour les élus locaux que vous pouvez rencontrer. Le problème du logement, malheureusement, il ne se voit pas que dans la. Il se voit aussi dans des situations de suroccupation, de mal logement qui sont très 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 fortes et qui augmentent partout, puisque ce problème-là, on le voit dans les grandes métropoles. Évidemment, il est exacerbé, évidemment, parce qu'il est plus documenté, il est plus évident, mais on le voit dans beaucoup de villes. Des villes, alors je vais le faire ici, puisqu'elle n'est pas trop loin d'ici, mais une ville comme Vichy, qui est réputée pour être une ville française de taille moyenne, avec une des plus fortes taux de vacances du territoire national. Ce qui posait des sujets à nos amis parfois bailleurs sociaux. Je ne sais pas si vous avez des logements sociaux sur ce territoire-là, mais avec des effets de concurrence entre le secteur privé et le secteur social qui faisaient parfois poser des sujets d'occupation sur ce secteur-là. C'est une ville qui aujourd'hui a vécu une très forte baisse de sa vacance, d'ici de ses élus locaux. Pourquoi? Encore une fois, phénomène de décohabitation post-Covid, des gens qui recherchent du logement. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de logements à l'échelle du territoire et que sans ça, on a une pression qui est extrêmement forte. Et, les gens peuvent consacrer plus de ressources au logement, c'est-à-dire que pendant un temps, qu'est-ce qui se passe? On le voit, on était à 16% du budget des ménages en 2000 qui était directement consacré au logement. Je parle juste du loyer moins les appels. Je ne parle pas de tous les frais annexes qui vont être l'assurance, l'énergie, tout ça. 16%. Aujourd'hui, on est plutôt au nord, autour de 21, peut-être 22% d'après les derniers chiffres. Bon, les gens peuvent grignoter sur leur budget, ils pourraient bien passer à 25. Et tout ça a des conséquences aussi énormes sur le territoire. Mon point numéro 2, c'est confronté à ça, les mairies, et encore une fois je dis les mairies, mais c'est vraiment toutes les collectivités à l'échelle du monde, prennent des mesures de plus en plus interventionnistes sur le logement. Alors je vais vous balayer très rapidement des mesures, mais à Amsterdam, par exemple, une ville qui aujourd'hui a une carence de logements massive, notamment liée à des forts sujets touristiques. Si vous achetez une maison, alors qui vaut plus de 535 000 euros, mais si vous achetez une maison, vous avez interdiction de la louer. Là aussi, sur le papier, quand on lit ça, ça interroge un peu. Vous dites le droit de propriété, j'achète, le droit de faire ce que je veux du bien que j'achète. Non, vous avez interdiction pendant 4 ans de la louer, donc prévention. On a interdit aux ressortissants chinois d'acheter n'importe quel bien au Canada. Singapour récemment a interdit aux ressortissants non singapouriens d'acheter de l'immobilier chez eux. Et vous allez voir de plus en plus de mesures de ce type-là, parce que les villes sont prises au dépourvu sur la question du logement et sentent que le problème devient prégnant. Alors, pendant longtemps, le problème n'a pas été prégnant, tout simplement parce qu'un élu local n'entend que la voix des gens qui sont sur le territoire. C'est le château fort, c'est-à-dire qu'il n'entend que les gens qui sont à l'intérieur de la muraille. Tous ceux qui sont à l'extérieur de la muraille, qui ont des vrais problèmes de logement, eux, ils ne les entendent pas, ils ne sont pas sur son territoire, ils ne votent pas. Donc, quelque part, ils se moquent. Mais ça tient qu'un temps. Au bout d'un moment, la pression, les gens finissent quand même par dire oui, c'est sympa. Et là, aujourd'hui, la musique commence à monter très très fortement autour des élus locaux sur ces sujets-là. Et donc, ils prennent des décisions, encore une fois, extrêmement interventionnistes, extrêmement fortes. Vous avez aux États-Unis, alors, les États-Unis, c'est un pays où il y a 25 fois moins de logements sociaux par habitant qu'en France. Autant vous dire, il y a 5 fois plus d'habitants et 5 fois moins de logements sociaux. Voilà, 25. Autant dire qu'il n'y en a pas. Et les communes les collectivités territoriales n'ont pas le droit d'utiliser des fonds fédéraux pour en construire. Donc voilà, c'est un pays où il n'y en a pas. Depuis maintenant 6 mois, tout le monde ne parle que de ça aux États-Unis.
il y a des villes qui ont commencé à recréer des organismes de logements sociaux. Seattle, Washington va en voter un. Bref. Donc, on voit bien que voilà, des pays qui avaient pris les choix aux antipodes de ce qui se faisait sont aujourd'hui dans une situation extrêmement dure. Au Royaume-Uni, alors, il y a une élection en cours entre les conservateurs et le Labour, la gauche. La dernière proposition qui est sortie hier dans le débat public au Royaume-Uni, le Labour a proposé de préempter d'office les fonciers en dessous du prix de marché. Chose qui ne s'est jamais vue dans l'histoire britannique, la préemption des fonciers, pour pouvoir construire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, face à cette pression-là qui monte, et très clairement elle monte très très fortement, les élus locaux, même nationaux, mais locaux, parce que c'est souvent une problématique qui est adressée par les élus locaux, recherchent aujourd'hui des solutions un peu comme la martingale. On a parlé du BRS. BRS qui est une bonne mesure. Donc on est passé de 20 organismes fonciers solidaires en 2019 à 123 au dernier comptage. Magnifique. 123 qui ont produit l'année dernière peut-être 1 millier de logements. Il suffit qu'il y ait une personne par OFS, vous avez un ratio de production à 1 pour 10, il ne faut pas faire un bilan de promotion avec ça, sinon ça ne va pas marcher. Et même si demain le mécanisme il monte à 2000 ou 3000 BRS par an, on parle d'un stock de logements de 37,2 millions. 2000, c'est pas l'épaisseur du trait, mais c'est rien, c'est zéro. Donc ça ne veut pas dire que c'est un mauvais dispositif, ça veut dire que ce dispositif-là n'est clairement pas un dispositif capable d'être à l'échelle des problèmes qui nous attendent. Et c'est un peu le biais qu'on voit aussi avec aujourd'hui les tentations de créer des surcouches ou des directions du logement en découpant le gâteau. Et je dis souvent que plutôt que d'essayer de se dire qu'il faut augmenter le nombre de logements, on a cette vision de dire en fait je vais couper une part du gâteau. Alors on a la SRU et c'est pas moi qui la critiquerai loin de là, mais on a la SRU et puis maintenant on dit on va couper un autre bout du gâteau, attribuer, mettre des critères pour faire une part réservataire ici, une part réservataire ici, une autre part réservataire, et donc à la fin, au lieu d'avoir réfléchi en disant mais quel est le stock de logements et de combien j'ai besoin d'accroître mon parc de logements, on a une production dont on est content et fier de se dire j'ai fait 40% de logements entre guillemets dits abordables sur ma production neuve. Oui, mais la production neuve elle a été divisée par 2, donc au final le nombre de logements en lui-même il n'a pas du tout cru de ce qu'il aurait été nécessaire pour la croissance de la population. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui on a cette tentation et on l'a vu, elle est très dogmatique. Voilà, on l'a vu dans quelques villes. Alors, vous savez, je ne vais pas citer la commune voisine la plus éloquente en la matière, qui est Lyon. Je sais celle de Bordeaux. L'élection municipale passe à Bordeaux. Je me retrouve à déjeuner. J'ai un ami promoteur qui m'invite à déjeuner avec le premier adjoint à l'époque de la mairie de Bordeaux, M. Blanc, premier adjoint de la nouvelle mairie écologiste de Bordeaux. Alors, il rentre dans la pièce, il dit voilà l'ennemi. Donc, au moins, le débat était posé, les termes de l'échange. Et bon, finalement, on discute quand même un petit peu, on essaye de raisonner, j'essaye de le raisonner. Et en fait, la vision était extrêmement dramatique, était de dire, non, on a beaucoup trop produit de logements à Bordeaux depuis des années, il faut arrêter cette production de logements. On a des effets de concentration de l'Aquitaine vers la métropole bordelaise, c'est très très mauvais, il faut que les gens qui habitent à Angoulême continuent d'habiter à Angoulême. Voilà, la messe est dite. Cette vision-là, pourquoi pas, c'est une vision politique. Et cette personne-là a été élue pour la porter, donc pourquoi pas la tenir. Mais on voit bien, quelques années plus tard, là, on va quasiment arriver on est à mi-mandat des municipales, il faut l'avoir en tête, on est à mi-mandat. Les résultats ont été catastrophiques, y compris sur le plan de la production sociale. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, la production neuve par les promoteurs et la production sociale sont intriquées. Et donc, quand vous arrêtez ou vous cassez le moteur de la production promotion neuve, vous cassez l'offre sociale. Et aujourd'hui, l'offre sociale, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Lyon, a quand même pris un énorme gadin, tout simplement parce que ces politiques-là ne peuvent pas fonctionner par elles-mêmes. Et donc, on voit bien que appliquer ou répliquer
ces politiques qui n'ont pas fonctionné ailleurs aujourd'hui et qui contaminent un peu d'autres communes ou d'autres strates plus petites est extrêmement néfaste et aura les mêmes effets. C'est-à-dire que si on se dit qu'en essayant de trouver des mécanismes qui sont prétendument révolutionnaires et vont tout résoudre, et de l'autre côté on limite la production totale, on va dans le mur. C'est ce que ces villes-là ont vécu et c'est là où l'État quelque part est un peu défaillant parce que l'État devrait avoir son rôle à dire. C'est-à-dire que, comme je le disais, celui qui n'est pas dans la ville, c'est lui qui est lésé. Celui qui est dans la ville, qui est propriétaire, et plus on raréfie l'offre, plus la prix des biens augmente. Donc quelque part, si vous êtes déjà propriétaire à l'intérieur des murs du château fort, c'est tout bénef. Les prix, la raréfaction fait que votre appartement prendra 2, 3, 4, 5, 6% par an. La vie est belle, vous êtes assis sur une montagne d'or. La question, c'est celui qui n'est pas dedans. Il est où son intérêt? Comment on le défend? Qui doit le défendre? C'est là où l'État a un rôle à jouer. C'est là où l'État doit être capable de dire, non, l'intérêt du monsieur qui se retrouve à 50 km ou 60 km, ou de madame qui se retrouve à 60 km de son lieu de travail ou du centre de la ville, c'est celui-là que je dois défendre en essayant d'assurer cette densification. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'y est clairement pas. Bon, mon troisième point, c'était sur les facteurs limitatifs de l'offre. Et qui vont continuer je pense, de peser et même de déployer leur plein effet. Je vais juste passer une anecdote sur le ZAN ou la ZAN, peu importe comment on l'appelle, parce qu'elle est assez révélatrice quand même de la façon dont on est incapable de penser le logement de long terme. La ZAN, l'origine de la ZAN, ça se retrouve dans des débats initiaux sur la loi biodiversité de 2016. Avec des chiffres totalement délirants, qui étaient de dire, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, on artificialise un département tous les 7 ans. Donc si on tire le trait, 100 départements tous les 7 ans, vous voyez bien que ça va être, malheureusement, on va arriver assez vite. Pour tous les gens qui font un peu d'urbanisme ou autre, évidemment, les chiffres ne tenaient pas trop debout, parce qu'entre la forêt qui gagne pour le coup, elle, vraiment beaucoup de terrain, puis un département, c'est quand même monstrueux, artificialiser un département, ça ne volait pas. Évidemment, on a refait les calculs. Posteriori, c'est un département tous les 23 ans. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, ça, maintenant, tout le monde s'en fout. Et donc, en 2020, Convention citoyenne sur le climat, on demande à l'administration de faire remonter toutes les idées possibles et inimaginables relatives à l'environnement. Quelqu'un brandit, il y a des super idées qui datent de 2016, ça s'appelle le zéro artificialisation net, ça a été mis en place en Suède. En oubliant que la Suède, c'est un pays où c'est gelé à 80% du territoire, donc c'est facile de non artificialiser le cercle polaire. Et donc, quelqu'un brandit cette idée-là, génial. Évidemment, si je vous dis vous êtes pour artificialiser ou contre artificialiser, vous dites plutôt je suis contre, la nature, tout ça, on est plutôt tous à peu près alignés. Donc le truc est repris, 100% des gens, tout le monde lève sa main, bonne idée, zéro artificialisation nette. Et alors la loi est votée, on le met dans la loi, et puis après elle passe les décrets. Et les décrets, on se cherche des seuils, on se dit qu'est-ce qu'on a comme seuil, 2030 c'est pas mal, 2050, quel objectif on se donne, moins 50% en 2030 et 0% d'artificialisation, réduction de moitié de la trajectoire 2010-2020 en 2030 et 0 en 2050. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie aujourd'hui? Dans la vraie vie, plein de préfectures font surappliquer le texte, et d'élus locaux surinterprètent le texte et font appliquer dès 2030 la vision 2050. Et donc sont des stratégies de zéro artificialisation du territoire dès 2030, ce qui est une hérésie absolue. On a une vision de l'artificialisation qui a été extrêmement stricte. Artificialisé, ça a été compris dans une démarche extrêmement extensive qui aujourd'hui rend extrêmement compliqué l'application de ce texte. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, toujours cocasse, à peine le texte voté, l'État a voté 2 exceptions pour lui-même. Magnifique. Donc le canal Seine Nord-Europe dans les Hauts-de-France, qui bouffait toute l'artificialisation possible dans les Hauts-de-France, et les Jeux Olympiques qui ont été sortis pour la région de France, parce que ça bouffait toute la réserve foncière de la région de France. Donc l'État s'est voté 2 exceptions pour lui, et maintenant il dit aux autres débrouillez-vous. Et débrouillez-vous, ça ne passe pas. Ce n'est pas possible aujourd'hui de faire le ZAN. Au-delà de la conception qu'on peut avoir par rapport à cette mesure, moi personnellement je pense que la France est un pays vide, il y a 2 fois moins de densité par habitant que la plupart de ses voisins.
On a un pays qui a arrêté sa croissance démographique extrêmement tôt, autour du XVIIIe siècle, alors qu'on était parti pour avoir 100 millions d'habitants. Donc il y a zéro, la forêt gagne chaque année des surfaces absolument délirantes dans ce pays, donc il y a zéro sujet sur l'artificialisation du sol. Mais à la rigueur, peu importe, le débat a été voté, c'est la terrible mesure cliquet. Quelle politique vous verrez un jour dire « Ah non, mais moi je suis pour l'artificialisation », c'est fini. Qui peut se présenter en disant « Je veux revenir en arrière là-dessus » C'est impossible, c'est une mesure cliquet, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière là-dessus. Mais au moins, ayons un peu de bon sens dans son application. Et donc, aujourd'hui, il y a quelques combats politiques, notamment au Sénat, pour essayer de faire évoluer ce texte-là, mais c'est très minoritaire, c'est pas gagné. Et pourtant, c'est essentiel, parce que si on accepte ce texte-là dans l'esprit tel qu'il est surappliqué aujourd'hui, on va vers des graves contenus. Alors, on fait une croix sur la réindustrialisation du pays dont on parle à longueur de journée, parce que, évidemment, on ne voulait pas avoir des grandes surfaces qui soient consommées pour des zones industrielles. On nous parle à longueur de journée de la conversion des friches, comme si c'était magique. Il faut savoir que aujourd'hui, une friche de bureau, c'est pas comme une friche industrielle, c'est-à-dire que pour qu'un immeuble de bureau devienne une friche, ça prend beaucoup de temps. Une friche industrielle, c'est soit occupé, soit vide. Un immeuble de bureau, vous commencez par avoir un monopreneur qui vous fait tout l'immeuble, puis un jour il se barre, vous en prenez 3 qui essaient de remplir tous les étages, et puis il y en a 2 qui se barrent, il en reste un, et donc ça dure 10 ans ce processus, c'est extrêmement long. C'est pareil que pour les friches commerciales. On dit une friche commerciale c'est une friche. Non, parce que vous avez une boîte à chaussures, et puis tout le monde part jusqu'à ce qu'il reste le gars avec la laverie qui paye 30 000 € par an, et le propriétaire de la friche, donc on le qualifie comme ça, on lui dit t'as une friche, maintenant il faut que tu la revitalises, blablabla. D'accord, mais moi toujours un gars qui me verse 30 000 € par an, donc j'ai pas forcément envie de considérer que mon terrain il vaut 0. Donc si vous voulez le reprendre, oui, il faut me faire une offre. Et donc tout ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de réserve foncière réelle. Dans beaucoup de villes, on a consommé la réserve foncière industrielle la plus facile, celle des usines qui ont fermé très tôt, qui étaient peu polluées. Donc il reste de la réserve foncière industrielle très polluée, très compliquée. Le fonds friche a été complètement consommé et déjà consommé pour les prochaines années. Donc on n'arrivera pas avec le fonds friche seulement à faire ces opérations de dépollution. Et on n'a pas de réserve foncière commerciale ou de bureau comme on l'entend parfois en disant ça va être génial, il y a des choses vides, on va les convertir immédiatement. Et à ça se rajoute un énorme sujet qui là aussi est une mesure cliquet au sens où on ne peut pas revenir en arrière. C'est une mesure qui va avoir des conséquences dramatiques et qui est importante parce qu'il faut se mettre dans les bottes de l'élu parfois quand on veut lui parler. C'est la réforme de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation et sa compensation insuffisamment dynamique fait qu'aujourd'hui les élus qui étaient déjà assez allergiques à l'idée d'accueillir de nouvelles populations sur leur territoire, aujourd'hui se retrouvent dans une situation où on leur dit en plus vous allez avoir des populations qui vont avoir des besoins, et c'est bien naturel, des crèches, des écoles élémentaires, de la vidéosurveillance, de la police municipale, du CCAS, et j'en passe, et vous n'aurez pas de ressources face à ça. Enfin, la compensation, elle existe, mais elle n'est pas suffisamment dynamique pour refléter l'accueil de nouvelles populations. Et donc aujourd'hui, vous avez des élus qui sont dans des stratégies parfois non assumées, et ça aussi, il faut réussir à les faire parler là-dessus, à leur faire cracher un peu le morceau, de se dire, moi je ne peux pas tenir mon budget de fonctionnement de la commune, avec l'accueil de nouvelles populations, les services qui sont demandés, et la suppression des ressources pilotables, entre guillemets. Donc, évidemment, on le voit avec l'explosion de la taxe foncière que vous avez vu, que tout le monde a vu ces derniers temps. C'est un peu la seule ressource pilotable qui reste. Mais ça explique aujourd'hui et expliquera demain pourquoi les élus sont de plus en plus allergiques à la construction neuve, tout simplement parce qu'elle est aujourd'hui un poste de dépense pour eux. Et je vous passe des absurdités encore plus graves. Dans les territoires comme la région Île-de-France ou la région PACA, où il y a une taxe sur les bureaux, vous préférez garder un immeuble de bureau vacant qui va rapporter de la taxe plutôt que de faire construire un immeuble de logement qui va vous coûter tous les services que j'ai énoncés. Donc un élu local n'a aucun intérêt à opérer une transformation bureau-logement. Il n'y en a aucun qui est possible. Donc on voit bien qu'on a ces freins qui sont des freins absolument gigantesques et qui vont peser durablement sur l'acte de construire et la construction neuve. Alors, pour terminer, il faut quand même ouvrir des pistes un peu positives et essayer de voir ce qu'il est possible de faire.
quelques pistes. L'une des premières pistes sur laquelle je milite beaucoup et dont j'espère qu'elle pourrait réussir à passer, c'est ce que j'appelle avoir un urbanisme plus organique. Avoir un urbanisme organique, c'est quoi? Les villes, pendant des siècles et des siècles, elles ont grandi de manière organique. Il n'y avait pas de gars qui délivraient des PC, il n'y avait pas toute une ingénierie là-dessus. Les villes grandissaient, on construisait, on rajoutait un étage, et on accueillait une nouvelle famille qui était. Et donc, il y a une proposition que je porte, qui est, entre guillemets, j'appelle le 1+1, qui est de dire sur chaque parcelle où vous avez seulement un logement, on doit pouvoir construire un deuxième logement sur un simple régime de déclaration. Il y a la déclaration préalable qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est devenue extrêmement compliquée et qui s'apparente quasiment à un permis de construire, qui est beaucoup trop complexe pour ce qu'elle est. Et donc là, l'idée, c'est de dire sur chaque parcelle, vous n'avez qu'un seul logement, c'est la parcelle cadastrale. Si vous voulez en faire un deuxième, alors évidemment, modulo, vous ne pouvez pas faire un truc qui est un logement de 1000 m² sur une parcelle de 100, mais voilà, de mettre des règles extrêmement simples pour le contrôler, on vous fait une déclaration seule. On n'est plus dans le régime du PC. On n'est plus dans quelque chose. Et ça, cette densification douce, entre guillemets, elle peut déjà avoir un impact très puissant. Alors, c'est moins le business model traditionnel des promoteurs, j'en suis bien conscient, et je sais que c'est pas la mesure qui va vous faire rêver, mais il n'empêche, c'est une mesure qui est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la réserve foncière dans nos villes, elle est sur la première couronne, la première ceinture de ces pavillons qui a été construits dans les années 60, 70, 80. Et ces pavillons sont souvent trop grands en surface au sol par rapport à ce que veulent aujourd'hui les habitants, qui veulent des plus petits jardins, qui veulent une suppression de la salle à manger pour la déporter vers l'extérieur avec le barbecue. On connaît ces schémas-là, et donc aujourd'hui on veut des surfaces plus petites. Et donc on peut totalement imaginer un découpage pavillonnaire beaucoup plus fort, découpage, surélévation pavillonnaire ou découpage du foncier. Donc ça c'est vraiment une mesure qui coûte 0 €, ou même qui rapporte de l'argent directement à l'État, parce que celui qui va vendre son foncier, il va avoir une flat tax. Donc une mesure qui rapporte à l'État, qui rapporte au propriétaire qui vend, puisque il réalise une partie de la plus-value sur son bien, ce qui lui permet de rester dans les murs, ce qui lui permet de l'aménager, ce qui lui permet de faire d'autres choses, et évidemment qui rend aussi les choses plus agréables pour la personne qui acquiert, puisque elle n'aurait pas pu acquérir et elle acquiert un logement. L'autre grosse mesure, bon, je l'évoquais, malheureusement elle coûte de l'argent à l'État et donc l'État n'est pas prêt à la mettre en œuvre. C'était un raffinement de la proposition de l'AFPI, qui était une mesure dite de construction marginale, en disant pour chacune des grandes villes ou des territoires métropolitains, peu importe le zonage qu'on faisait derrière, mais on attribuait un pool de logements et l'idée était de dire que chaque maire qui construisait plus que la moyenne des autorisations d'urbanisme sur les 4 dernières années, d'accord, tout ce qui faisait en plus, ça se traduisait par un bonus de 10 000 €. 10 000 €, c'est assez costaud pour le coup, c'est un vrai effet cliquet. Et l'idée était de dire que le nombre de bonus était limité à l'échelle de chacune des métropoles. Donc ça crée de la concurrence entre les maires. Et alors, ils ne sont pas là pour en parler, mais à l'intérieur d'un territoire d'interco, il y a quand même des rivalités assez fortes entre les différents élus. Et donc, celui qui allait pouvoir se dire « je suis servi mieux que les autres, je suis le premier arrivé, le premier servi ». Et qu'est-ce qui se serait passé? Cette mesure était puissante parce que les maires n'allaient pas refaire les PLU, impossible. Dans un intérêt, l'idée était de dire déclencher tout de suite. Donc qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient autoriser le maximum des PLU. Cette mesure qu'on cherche en permanence en disant mais comment en fait? On voit bien qu'on a le PLU et on a des autorisations d'urbanisme qui sont délivrées à 70% ou 66 ou 65% du PLU max. Comment on a réussi? Là, on aurait poussé les maires à se dire je vais chercher le PLU max et si j'ai une opération, je vais chercher ça. Ça amène à une troisième mesure pour laquelle je plaide beaucoup, alors qui est assez transformante, mais on va voir si elle a réussi à passer. Aujourd'hui, comme j'ai dit, le sujet de beaucoup de mairies, c'est qu'elles ne veulent pas construire pour des raisons budgétaires. Alors il y a des raisons idéologiques, on les a détaillées, mais disons qu'on arrive à les contrecarrer, parce qu'on voit bien que ça a un impact quand même sur la société, il suffit de ne pas construire. Mais il y a des raisons budgétaires. Et l'idée de se dire, est-ce que dans ce cas-là, on ne peut pas faire rentrer la commune dans la SSCB? Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, pour faire rentrer une commune dans une SCI, que ce soit une SCI de construction-vente ou une SCI tout court, c'est interdit, il faut un décret en Conseil d'État. Et c'est de dire, au bout d'un moment, est-ce qu'on ne veut pas en faire un coactionnaire? Alors, et ce mécanisme-là, ça a un intérêt. Ça a un intérêt parce que tout d'un coup, la commune, elle veut faire le maximum de logements avec vous, puisqu'elle devient coactionnaire de l'opération.
Et donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup testé avec l'AMF, avec beaucoup de maires, qui a pas mal de succès auprès d'eux, qui fait que en devenant coactionnaire, encore une fois, on aligne énormément l'intérêt. Eux vont trouver des ressources pour derrière développer une partie des services publics qu'ils ont du mal à financer aujourd'hui, et sont prêts à aller chercher des autorisations. Le but, c'est pas de partager de la valeur, une valeur qui restera égale, c'est d'aller chercher de l'autorisation de construction, de constructibilité supplémentaire pour créer de la valeur et qu'à la fin, tout le monde s'y retrouve. Le but, c'est pas, encore une fois, on arrête d'essayer de partager le gâteau, on essaie de se dire comment je fais un peu grossir ce gâteau. Et donc ça, c'est une mesure qui aujourd'hui demande quelques obstacles juridiques devant elle, mais qui fait à de plus en plus d'écho. Donc voilà le panorama de 3 mesures rapides qui ne coûtent rien pour les différentes personnes publiques impliquées, notamment l'État, qui encore une fois a très expressément, explicitement dit qu'il ne mettrait pas un radis pour le logement en plus. Donc il va falloir trouver des idées. Alors, et après, on a tout le sujet, qui est un sujet que malheureusement on n'évoque pas assez, mais qui est un sujet de dénormalisation. Alors le but n'est pas de revenir sur les REM 20, loin de moi cette idée, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut bien voir qu'à chaque fois, le logement se prend quand même des couches et des couches et des couches de normes supplémentaires. Et donc aujourd'hui, c'est la RE 2020, RE 2020 qui en plus parfois aboutit à des choses assez amusantes quand même, c'est que RE 2020, on vous donne une étiquette A en phase construction, vous faites ensuite tester le logement par un diagnostiqueur et vous dites votre logement est B. Comment vous expliquez concrètement à quelqu'un à qui vous avez vendu le bien qu'en fait il est censé avoir acheté la Rolls-Royce du logement, le truc dernier cri, et puis il se retrouve à avoir un DPE B. Et parce qu'on n'a pas d'harmonisation entre ce qui sont les notations en phase construction et donc qui amènent à la RE 2020 et les DPE en phase d'exploitation. Donc on voit bien qu'on a un sujet de normalisation dans le logement, de dénormalisation, qui est quand même très prenant. À chaque fois qu'il y a une loi, il y a des textes sur le logement qui apparaissent, des normes qui apparaissent, et toutes ces normes, elles finissent quand même par avoir un coût. Alors c'est un exercice qui est très compliqué, la dénormalisation. Évidemment, si on a fait ces règles, c'est parce que quelqu'un les a poussées aussi, donc dur de revenir en arrière. Et au bout d'un moment, il faut qu'on se pose la question, et j'ai beaucoup aimé la formule, alors je l'avais mise dans le rapport, mais j'avais dit, il y a une pyramide. D'abord, il faut loger. Après, il faut loger bien. Et après, il faut loger l'air. Donc, à un moment, c'est cool de mettre des hauteurs sous plafond de 2,60 m, 2,70 m, un rapport Jérôme Leclerc commandé par Emmanuel Vargon, génial. Mais en fait, c'est bien de faire des logements juste à la bonne hauteur qui permettent juste aux gens de se loger au bout d'un moment. Et donc, cette pyramide-là, c'est aussi celle que nos élus doivent peut-être avoir un peu en tête. D'abord, se loger. D'abord, loger les gens. Se loger bien, c'est encore mieux. Et se loger vert, c'est l'objectif ultime. On est tous pour. Il n'y a personne qui veut absolument faire du logement horrible et consommateur. Et il faut d'abord et avant tout se loger. Voilà pour cette intervention qui, j'espère, ne nous aura pas trop ce rappel moral. Merci beaucoup Robin Rivaton. Alors j'imagine qu'il va y avoir des réflexions, mais je voyais Cédric et Stéphane bouillir là sur vos propos et avoir envie de réagir peut-être d'abord à ce que vous venez d'évoquer et à ces différents points. Cédric, Stéphane. Je prends la main, Cédric, tu m'excuses. Robin, pour réagir sur ce que tu viens de dire sur l'Aéro 2020, personne ici ne remet l'Aéro 2020 en cause. Par contre, elle a plusieurs piliers, très rapidement. Il y en a un, c'est le carbone, qui est tout nouveau. Quel est le poids carbone d'un logement? Très bien. Et c'était absolument pas appréhendé, donc il fallait le faire. Par contre, le sujet, c'est les réductions de 30% à nouveau des consommations énergétiques. Et j'aime bien faire le parallèle avec le monde automobile, parce qu'on n'est pas si loin que ça. Mais comment sont évalués l'impact de ce type de décision justement dans les ministères avant qu'elles descendent? Parce que aller chercher ces 30%, c'est comme aller en Formule 1 chercher les derniers centièmes de seconde autour. C'est ceux qui coûtent les plus cher, en fait. Pour en revenir au sujet du logement, souhaite-t-on fabriquer des Formule 1 pour tout le monde? Est-ce que tout le monde aura la possibilité de se les acheter? Et y a-t-il au préalable? Et comment sont évalués
justement, c'est l'impact sur l'industrie immobilière de ce type de réglementation. Heureusement, très peu. J'ai pas dans le secret de la fabrication de la RE 2020, mais je l'ai vu quand même un petit peu. Mais vous comprenez bien que si on dit moins 30, c'est parce que le chiffre c'est suffisamment gros pour vous donner l'impression que c'est bien et c'est pas moins. Et ça paraît pas inatteignable. Ça l'est, objectivement, mais c'est pas inatteignable, ce sera atteignable. Mais à quel prix? À quel prix? Ça va être un renchérissement du coût du logement, dont on vient de dire qu'il avait déjà atteint des niveaux dans le budget des ménages relativement importants. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est la même chose pour Lausanne, dont je vous décrivais un peu la jeunesse de manière détaillée, mais c'est la même chose pour ces mesures-là. On est sur des mesures qui sont prises avec une certaine légèreté. Mais c'est la même chose sur l'automobile, hein. Les zones de faible émission, les ZFE, dont aujourd'hui ils sont reculés dans la plupart des grandes métropoles, ou alors il y a des élus locaux qui disent qu'ils n'appliqueront pas les ZFE parce qu'ils ne peuvent pas les appliquer, parce que vous ne pouvez pas sortir du marché automobile 20 à 25% des véhicules avec des gens qui viennent travailler chaque jour dans vos villes. Sur le logement, on va un peu dans la même direction, et ça rejoint un tout petit peu, je fais une petite digression avec ce que tu disais tout à l'heure sur les gilets jaunes. Malheureusement, dans le logement, alors je vais aller à l'encontre de ce que j'avais dit, le logement bombe sociale, mais le logement ne sera jamais une bombe sociale. Tout simplement parce que, encore une fois, le sujet, les gens s'entassent. Et c'est moins visible que ne l'est la voiture. Ou si demain vous appliquez la ZFE et vous dites que tous les véhicules diesel sont interdits à l'entrée de Lyon ou de Paris, là vous allez avoir un truc qui fait des gens qui vont gueuler. Le logement c'est insidieux. Vous dites les passoires légers sortis du marché, ça se voit pas. C'est un peu, ça se verra dans les prix de l'immobilier, hein, les loyers vont augmenter, mais c'est beaucoup plus insidieux. Et donc c'est un peu mon sujet, les Britanniques que je vous évoquais. Les conditions de logement se dégradent et au final, il n'y a pas quelqu'un qui y va. Alors vous avez quelques mouvements sporadiques au Pays Basque, en Bretagne, quelques cristallisations, mais ça reste extrêmement minoritaire. Et c'est aussi pour ça, malheureusement, je le crains, que les élus nationaux, les responsables politiques accordent si peu d'importance à ce secteur-là, c'est qu'ils se disent à la fin ils s'entassent. Il n'y a pas ce côté d'urgence qu'on peut avoir sur l'automobile. Cédric? Merci. Moi, je voulais revenir juste un instant sur les ZAN. On évoquait donc le fait qu'on aille beaucoup plus vite que la musique, en fait. Et donc, c'est également ce qui s'est passé à Clermont, puisque sur les zones économiques, les phases 2 et 3 de développement ont été supprimées parce que consommatrices d'hectares de terres agricoles, pour des raisons qui leur appartiennent, j'aurais tendance à dire idéologiques, mais on recommence de rencontrer ces difficultés-là, et on le rencontre pour les entreprises localement, qui sont à la recherche de développement, mais également pour des entreprises qui viendraient de l'extérieur. Et est-ce que le ZAN est appliqué de manière aussi extrême dans d'autres métropoles, pour ce que tu peux en savoir, ou est-ce qu'il reste de la place, parce que finalement, ceux qui n'appliquent pas tout de suite, ils finissent par avoir un avantage concurrentiel? Oui, non, malheureusement, c'est très surappliqué, à la fois par certains préfets, préfets à leur service, qui se sont saisis du sujet et qui ont commencé à revoir tous les documents d'urbanisme des PLU et des PLUI en disant là, vous ne prenez pas assez en compte le ZAN, donc qui ont forcé les élus à rentrer dedans. Parfois des élus qui, pour des sujets idéologiques, ont dit moi, le ZAN, je vais en faire un marqueur emblématique et donc je veux le prendre. Et au final, c'est amusant, je sais pas, vous avez dû voir les grandes annonces sur les gigafactories de batteries ces temps-ci. Vous savez où elles sont faites dans le port autonome de Dunkerque. Pourquoi? Parce que le port autonome de Dunkerque, c'est un port autonome de Dunkerque. Donc en fait, il fait pas appliquer le ZAN, il a sa zone, qui est la zone du port autonome, sur laquelle il a la liberté. Alors avec le conseil d'administration, c'est un mélange de communes, mais c'est ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on voit déjà des opérateurs se positionner sur des réserves foncières et commence à se dessiner une spéculation sur le foncier, notamment ce foncier industriel et logistique, en disant de toute façon, comme c'est le premier poste qui va être coupé par les collectivités, parce que c'est très consommateur de foncier et c'est très facile, on va préempter de la réserve foncière là-dessus. Et effectivement, encore une fois, on marche sur la tête. Et le foncier est une ressource rare.
la surface de plancher est une ressource quasi infinie. Alors, on ne peut pas construire jusqu'à 1200 étages, mais la réalité, c'est qu'on peut largement construire de manière pour augmenter la surface de plancher très très fortement. Le problème, c'est que on a le ZAN, mais on n'a pas la densification de l'autre côté. Et donc, il faut... Pourquoi pas avoir le ZAN à la rigueur, mais dans ce cas-là, on a un effort de densification et on remet en place des mécanismes de pénalité. On avait quelque chose qui a été créé en 2011, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle le versement pour sous-densité, qui était une pénalité contre les communes qui ne densifiaient pas assez les parcelles. Après la suppression de tous les COS et autres joyeusetés, on a mis en place ce mécanisme. Il n'a jamais été appliqué. Jamais été appliqué, on n'a jamais pénalisé les communes qui sous-densifiaient leur ville. C'est des mécanismes comme ça qu'il nous faut au bout d'un moment. Il faut assumer de dire une commune qui est à croissance démographique, croissance économique, qui a une population installée avec des besoins, si elle ne densifie pas son territoire, elle ne densifie pas ses parcelles et son foncier de centre-ville et de première couronne à la hauteur qu'il faut, elle mérite d'être pénalisée. Et ces mécanismes, on les a fait, ils ont disparu et aujourd'hui, on va le payer franchement. Donc sur le ZAN, ça va faire en fait, on a toujours les conséquences de ce qu'on a cherché à éviter. C'est-à-dire qu'on a voulu éviter de consommer du foncier, on va avoir des spéculateurs qui vont s'enrichir sur le foncier. Donc voilà, et ça vraiment ça, il y a 5 fonds fonciers que je connais qui ont été créés ces 12 derniers mois, avec des gens qui vont faire voilà, gros monnaie là-dessus, grosse monnaie, tout simplement parce que ils voient bien l'opportunité, et cette opportunité elle est importante, et c'est quand même absolument terrible de voir des élus locaux qui vont se plaindre des effets des choses qu'ils auront eux-mêmes mises en place. Merci beaucoup. Alors je crois qu'il y a des interventions, c'est Au passage, Inès qui a le micro devant ici. je note juste qu'il va falloir qu'on crée le port autonome de Clermont-Ferrand. Parce que je pense que c'est une solution d'avenir. Bonsoir Nicolas Roux. C'est vrai que je ne sais pas vraiment par quoi commencer parce que je suis affligé ce soir, franchement. Et Robin, il ne peut pas le dire parce qu'il était conseiller de certains grands hommes politiques, Valérie Pécresse, Bruno Le Maire, qui est encore en exercice. Mais moi, je le dis, je suis affligé par la médiocrité de nos hommes politiques. Franchement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans la salle aujourd'hui, mais c'est affligeant. Sur le plan national et sur le plan local. Je me bagarre, moi, tout de suite, en essayant d'aller voir des élus, en leur disant « Oh, vous avez du foncier, qu'est-ce que vous en faites ?» Ah ouais, c'est bref. Il y a une pénétrante à un moment donné qui traversait Clermont-Chamalières. J'ai été voir il n'y a pas très longtemps la mère Chamalières. Je lui ai dit « Il y a 7-8 000 m² de terrain directement constructible. On fait quoi ?» Non, c'est vrai, ça appartient au SMAF, à la mairie, à Clermont-Caux. Tout le monde s'en fout. Alors on dit qu'il n'y a pas de foncier. Il y a du foncier partout. L'ancienne pénétrante, c'est une zone verte. C'est super, c'est juste aux abords de Clermont. C'est très très facile véritablement de pouvoir construire. On ne peut pas construire. On arrête de dire les Chinois, les Russes et autres, ils doivent rigoler, voir comment on est aussi cons, en essayant de dire là on ne construit pas, là on peut mais pas beaucoup. On est en train de bousiller toute une économie. On est en train, comme vous le dites, d'entasser les gens les uns sur les autres, alors qu'on a tout pour réussir. J'en parlais à cette même estrade il y a 2 mois, on a un grand pays, on a des banquiers, ils sont venus, nos banquiers, vous n'auriez pas dû venir, parce que je ne sais pas s'ils vont nous prêter des sous maintenant. On a on a la caisse d'épargne, le crédit agricole. Patrick, tu diras rien après. Non, mais c'est vrai qu'on a tout pour que ça aille bien. Et on est en train de dire, bon alors ça va bien, alors les ZAN, on ne pourra pas construire, on veut ci, enfin... Franchement, moi je suis écœuré, affligé. J'étais avec la présidente de l'FLB, elle est heureuse comme tout est en train de se casser la gueule, et on est en train de voir tout ça se déliter, on est là. Oh, il y aurait peut-être bien quelque chose à faire, mais en haut lieu, ils réagissent un peu. Alors, dans 2 jours, avec notre président, on va faire un petit tour à Paris pour écouter notre ministre ou délégué au logement, enfin, on ne parle jamais vu, à la ville au logement. Non mais franchement, alors après par rapport au qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, une petite maison, on va en construire une dessus,
pourquoi pas effectivement associer des élus, mais ça s'est fait il y a quelques années où il y avait des villes qui s'associaient avec un promoteur pour essayer de développer des zones. Ça a déjà fonctionné un petit peu, c'était le partenariat public-privé, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on soit un peu plus ambitieux parce que là aujourd'hui, effectivement, tout est en train de se casser la gueule. Là, aux Étaux, c'est colossal, là, aux Étaux. Avant, on pouvait emprunter 250 000, on va voir le banquier, il nous dit maintenant c'est 175 000 pour la même durée et le même remboursement. Moi, je pense que vraiment, là, il va falloir qu'il y ait un sacré sursaut. Alors après, c'est pas du tout bien ce que je veux dire, mais je le dis quand même. Nous, les professionnels de l'immobilier, les petits, il y a le groupe Bouygues ici, il y a d'autres, ça va être plus compliqué. Mais nous, les petits, plus ce sera dur pour nous, et je vais finir ça en rigolant un peu, plus ce sera dur, et c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, il y a des mecs qui vont se faire plein de ronds en créant du foncier. Ça, c'est souvent dans les municipalités de gauche, vous n'avez pas encore compris qu'il fallait plutôt le développer, plutôt qu'il y ait quelques gros qui récupèrent tout. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on va à l'encontre de ce que veulent les gens. Tu veux quoi, toi? Une maison? Non. Ouais, mais une maison avec un terrain, 300 000? Non. Nous, on construit la même surface à 500 000 euros. Donc les gens ne viennent plus, et on ne vend plus nos logements. Aujourd'hui, il y a des choses simples. Moi, j'ai des élus qui sont, quand je les écoute parler, je leur dis, c'est pas possible qu'il dise ça. Et le gars, il est bien, mais c'est tellement compliqué qu'il n'a plus conscience de tout ça. Oh, il y a plein d'élus de locaux, pas loin d'ici. Hein. Et je dis, putain, mais attends, 4 ans, il avait les idées un peu en place. Aujourd'hui, il dit de ces conneries. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que tout est devenu tellement compliqué que on va avoir des années pas simples. La présidente, elle se fait de soucis déjà. Hein. Tu veux la parole? Oui, ben voilà. Mais c'est vrai que non, on reste courtois, mais franchement, on a des élus, il ne faut pas rétablir la guillotine avec tous les malheurs qu'ils nous ont fait. Mais de temps en temps, il y en a quelques-uns, ils le mériteraient un peu, y compris parmi certains verts qui ont fait arrêter les centrales nucléaires aujourd'hui pour nous rebalancer les usines à charbon et après nous emmerder avec l'aéro 2020 en disant il ne faut absolument pas qu'il y ait 3 grammes de CO2 en plus. On marche sur la tête. Merci de m'avoir écouté. Avant que Patricia intervienne, peut-être une réaction quand même. Non, mais je pense effectivement, en tout cas, je sais pas si les deux critères, il y a un choix assumé, comme je l'ai dit, au-delà des responsables politiques, de la technostructure en défaveur du logement. Et ça, encore une fois, ça change. La technostructure, c'est quelque chose de puissant, c'est-à-dire que ça ne change pas, on pourra prendre tous les argumentaires rationnels qu'on veut et dire ça changera quand on sera vraiment au fond du trou. Et il y aura un mouvement de balancier, c'est-à-dire que quand la situation sera vraiment très grave, que les gens trouveront le logement des conditions toujours plus dures et déplorables, on aura un mouvement de balancier qui va prendre beaucoup de temps et en tout cas on ne l'aura pas dans les prochains mois et c'est un peu le message que j'essaie de véhiculer aussi, c'est-à-dire que je vois parfois certains professionnels un peu attendre que l'État tout d'un coup se mette à dire c'est bon, on réouvre les vannes et tout va partir et revenir. Non, aujourd'hui c'est clairement pas la direction que l'on prend. On va avoir à mon avis des petites mesures PTZ, peut-être l'appel à accession, mais ça va être des mesures qui vont relancer, resolvabiliser de manière très marginale la demande. On va avoir aussi à partir de 2024 une baisse des taux d'intérêt directeurs et donc des taux d'intérêt commerciaux, mais on ne va pas revenir à zéro non plus, donc il ne faut pas non plus se faire d'illusions là-dessus. Et sur la question de l'offre, j'enlève la question de la demande qui est un problème très lié, très conjoncturel lié au taux. Les gens ont encore en demande, ils ont envie de se loger, donc la demande, si elle était solvabilisée, elle est quand même très présente. Sur la question de l'offre, on a ce blocage du côté des élus locaux. Je ne crois pas du tout qu'on puisse le résoudre en disant c'est l'État qui reprend la main. Pour ceux qui, en Ile-de-France, il y a certaines communes qui sont carencées, c'est le préfet qui gère l'urbanisme. Je peux vous dire, c'est 1000 fois pire que quand c'était le maire. Celui qui dit qu'il faut que le préfet gère les permis, je pense qu'il n'a jamais vu une préfecture de sa vie. Dieu nous en préserve. Donc le sujet
le sujet, à mon avis, il n'est pas là. Le sujet est de recréer de l'alignement d'intérêts. Et je crois qu'encore une fois, c'est un peu les mesures que j'évoquais, c'est la carotte, c'est de dire comment je fais en sorte que le maire aujourd'hui, malgré tout, même très idéologisé, il a quand même un budget en fonctionnement équilibré. Ça, c'est la vraie vie aussi. À la fin de l'année, il a un budget. Alors là, il y a eu les charges d'énergie et autres qui ont pas mal grevé les budgets, mais le budget d'une mairie, le fonctionnement, pas d'investissement, doit être à l'équilibre. Et ça, c'est une réalité économique. Et même les élus qui parfois arrivent au pouvoir un peu de manière illuminée ou très dogmatique, à un moment, au bout de 2 mois, il faut faire le premier budget. Donc ça calme tout le monde. Et si on veut payer les gens, il faut le faire. Donc, mon opinion, c'est de dire, est-ce que par la carotte monétaire, on n'arriverait pas à recréer de l'intérêt à agir et de leur montrer que cette réserve, cette percée verte-là, elle vaut aussi du pognon et qu'elle peut permettre de retaper la piscine municipale ou la machin ou je ne sais pas trop quoi, et mettre aussi peut-être dans le futur débat municipal, des gens qui disent ouais, ok, tu veux pas construire, mais ça coûte des ronds quand même pour tout le monde. Parce que, encore une fois, si le sujet c'est seulement les habitants du centre-ville, ils ont quand même un intérêt manifeste, ceux qui sont déjà propriétaires, et je pense que, je ne vais pas faire de la sociologie de bas étage, mais vous avez de fortes chances, vous êtes sans doute beaucoup plus propriétaires occupants que la moyenne des Français si vous êtes dans cette salle, et je vous mets dans le groupe, il n'y a pas de problème. Et l'intérêt d'un propriétaire occupant, c'est quand même la raréfaction de l'offre pour la montée des prix. Et donc, il faut un peu à un moment se tirer une balle dans le pied, accepter de jouer contre soi, pour pouvoir se dire que les prix montent. En France, les prix ont augmenté 2 fois plus vite que la production de richesse par habitant. Chacun peut comprendre que c'est pas soutenable. C'est juste pas possible en fait. Les prix, à un moment, ils doivent progresser à peu près comme progresse la production de richesse par habitant dans un pays. Sinon, à la fin, ça crée des effets de transfert entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne le sont pas, et leurs descendants et ceux qui ne le sont pas. Et donc aujourd'hui, on est quand même on était là-dedans. Et à un moment, il va falloir accepter quand même, et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est tous contents de voir la une de Challenge, du Point qui dit des records, machin truc. On se fait son petit calcul, on se dit plus 5%, j'avais combien en appart 500 000 balles, 25 000, c'est pas mal ça. Donc on est tous comme ça, c'est normal. La question c'est de se dire à un moment, ça, c'est pas tenable dans une économie normale, c'est pas tenable. Et donc, mon point, c'est vraiment de dire, est-ce qu'on n'arrive pas à inverser un peu le truc et de faire en sorte que même ces électeurs-là, qui ont plutôt tendance et intérêt à se dire, je pousse pas le maire à construire, je suis plutôt celui qui va sortir à aller gueuler sur le marché pour dire, il y a un peu d'ombre reportée sur mon bout de jardin parce qu'il y a un immeuble à 300 mètres qui s'est monté là, où le bruit de la grue me casse les pieds le matin. Comment on fait en sorte que ces gens-là, ils trouvent aussi leur intérêt en se disant, même si on construit pas, c'est la piscine qui n'est pas rénovée, c'est machin qui n'est pas fait, c'est telle chose qui n'est pas faite. Et c'est là où je reviens à mon idée d'alignement monétaire et financier, qui est peut-être la seule carotte qui existe aujourd'hui. Merci. Patricia Delépine, présidente de la Fédération française du bâtiment. Bon, je ne veux pas parler de tout ce qui a été dit, on a tous bien compris, puis on connaît tous les problématiques. Par contre, moi je voulais quand même rajouter cette désorganisation qui vous touche en primeur, vous les promoteurs, parce que vous avez une réflexion urbanistique du développement de la ville, mais qui, dans un second temps, va toucher toute la chaîne de production. Et la chaîne de production, c'est nous les bâtisseurs, mais c'est également les bureaux d'études, tout ce qui gravite autour du monde de la construction. Et là, je crois que depuis 3 ans, on est en train de s'attaquer à cette chaîne qui est quand même, avec la réglementation, par exemple, on a parlé de la RE 2020, on a parlé de la hausse des matières premières, on a parlé des hausses des réglementations qui sortent encore du chapeau de je ne sais qui, parce qu'il y en a tout un paquet, à Bercy, je crois qu'ils en ont énormément, et là, on est en train de casser cette chaîne, et je pense que le jour où on aura tout cassé, nous, dans le bâtiment, c'est des compétences qui vont se perdre, et je pense que là, on n'est pas prêt, c'est pas en claquant des doigts qu'on remettra tout ça en marche, ça ne fonctionnera pas comme ça. Et il me semble que c'est quand même une notion très importante, parce qu'on a vu la crise de 2008 a généré déjà une désorganisation, une perte de compétences, parce qu'on a dû se séparer de
chefs d'équipe, des gens qui géraient nos chantiers, qui étaient vraiment pointus. On s'en est séparés en 2008, on n'a pas recréé ces compétences dans nos entreprises. On sait aujourd'hui qu'on a des difficultés et demain, je pense que ça va être pire. La perte de compétences, Robin, c'est un sujet, quand on connaît les problématiques de recrutement aujourd'hui, c'est un sujet... Oui, après, si je refais si je fais le contrepoint encore une fois de notre administration, l'idée c'est de dire la rénovation suffira, l'idée aujourd'hui est de dire il y a suffisamment de logements, la rénovation, il faut produire 200 000 logements par an, la rénovation suffira à occuper les entreprises du bâtiment, et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des mesures DPE les plus dures possibles et un petit peu de saupoudrage des aides pour faire en sorte qu'on arrive à occuper la filière comme ça. Je pense que c'est comme vous le dites, ça ne marche pas comme ça, c'est une mauvaise analyse de ce qu'est le secteur. D'une part, les compétences ne sont pas fongibles entre la rénovation et la production neuve. D'autre part, il y a des expertises qui se perdent au même moment où la demande de la réglementation est toujours plus exigeante, pointue, que les gens sortent d'un chantier, ils ont appris des choses et ils en rattaquent un autre et ça a déjà changé ou faut se remettre à jour. Donc on voit bien que c'est extrêmement compliqué et on va avoir cette perte de compétences. Je pense qu'aujourd'hui elle est assez évidente. On va perdre des compétences là-dessus et ça aura des conséquences parce que remettre en route la machine et encore une fois j'espère qu'on arrivera à un moment où on se dira collectivement qu'il faut revenir à cet étiage de 500 000, j'en sais rien, mais 450 000, je ne sais pas le chiffre exact, mais le besoin est quand même très important. Et surtout, il faudra rattraper tout ce qu'on n'a pas construit. Tout ce qu'on ne construit pas maintenant, il faut quand même a priori le rattraper. Et donc, quand il faudra remettre en route la machine pour construire, c'est la même chose qu'on a vécu dans les centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'on a arrêté de construire les centrales nucléaires pendant 20 ou 30 ans, et puis quand il a fallu en reconstruire une, on a eu 10 ans de retard dans le programme, et c'est pas infamant, c'est juste que si vous ne faites pas quelque chose, si vous arrêtez de faire n'importe quelle tâche, vous êtes moins bon que si vous la faites tous les jours, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret là-dessus. Et donc je crains qu'on aille effectivement là-dessus, et quand il faudra réappuyer sur le bouton, on verra que ce sera compliqué pour tout le monde, parce que là c'est sur la partie construction, et les compétences sur la partie promotion ne seront plus là, les compétences du parti élu ne seront plus là, la partie financement sera aussi manquera à l'appel, parce que du côté des banquiers, du côté des bailleurs sociaux, enfin bref, ce sera une chaîne qui va être longue à se remettre en route et en plus l'impact social va arriver progressivement là en 2023 et en 2024 à un moment même où on sait que le ralentissement économique va quand même arriver aussi, donc je veux dire ça va pas, on n'est pas en contracyclique, là on est bien en procyclique comme on dit en économie. D'autres interventions, réactions, Philippe? Oui. Philippe Vigneron, je suis promoteur immobilier à Clermont. Ma société existe depuis 30 ans et elle est née d'une crise, celle de la première guerre du Golfe en 91. Et au regard de ce qu'évoquait Madame la Présidente de la Fédération du bâtiment, en rappelant 2008, la crise immobilière de 2008-2009, elle n'a duré qu'une année dans l'immobilier. On va dire 18 mois au pire, et on a mesuré les conséquences directes que ces 12 à 18 mois de crise qui étaient issus d'une crise financière, qui n'était pas tellement d'origine, même beaucoup plus d'origine exogène que liée à notre marché local. Ce qui est même étonnant aujourd'hui, c'est qu'on ne soit pas en crise depuis plus longtemps, d'ailleurs, avec ce qui se passe sur le territoire. On est beaucoup plus dans un contexte de celle que nous avons connue, issue de la guerre de 90-91 dans le Golfe, où l'inertie politique du gouvernement de l'époque, où se sont succédés, c'était Bérégovoy, Édith Cresson, etc.,
il a fallu attendre 4 années, 94-95, pour voir redémarrer progressivement le marché. Mais on s'est rendu compte qu'en définitive, sous les yeux de tous les publics, de tous les politiques, de tous les acteurs, il y a une filière complète qui a été détruite. La première immobilière, les 2 premières années, 91-92, au milieu la partie ingénierie, et 93-94, la filière bâtiment. Et là, dans l'indifférence la plus générale, Et on s'est rendu compte qu'on pouvait aisément se passer de produire du logement neuf pendant 4 ans. Une filière a été détruite, on a amené la preuve qu'on pouvait produire à peine 100 000 logements sur 4 années, on est loin des 400 000, ce qui veut dire que ce qui nous attend, on l'a déjà vécu. Il y avait 120 constructeurs de maisons individuelles sur l'agglomération clermontoise en 90, il y en avait plus de 20 en 94, et les promoteurs, n'en parlons pas. Même les plus anciens d'entre nous qui ne sont pas présents ici, même en volontairement diminuant les valeurs des prix de vente des appartements de 16 000 francs au lieu de 160 000 francs à l'époque, même à 16 000 francs, les appartements neufs ne trouvaient pas preneur, alors qu'ils valaient en fait 160 000. Il n'y avait plus de demande, il n'y avait plus d'offres, il n'y avait plus de demande. Un marché atone et une filière du bâtiment qui a disparu. Alors, est-ce qu'on est dans les mêmes constats, Oui, là, je pense que le choc sur la demande, il est quand même d'une ampleur assez inédite. On est passé de remonter les taux c'est la plus forte remontée des taux dans l'histoire moderne. Donc, il faut aussi qu'on vit quelque part du point de vue de la macroéconomie et de la politique monétaire quelque chose d'inédit. C'est-à-dire que là, on ne le voit pas trop au quotidien. On le ressent moyennement au quotidien, mais c'est quelque chose d'inédit. Personne n'a jamais monté les taux aussi fortement. Donc ça a forcément des conséquences sur la demande. Après, je redis ce que j'ai dit, la demande intrinsèque, hormis le facteur monétaire, elle est toujours là. C'est-à-dire que si demain on a réussi à resolvabiliser les gens, la demande, elle est là. Alors, il y a un attentisme des investisseurs, c'est certain. Les investisseurs particuliers se sont désengagés parce que ils se disent, je ne sais pas trop de quoi demain sera fait. Les particuliers, les investisseurs institutionnels, eux aussi, se sont pas mal désengagés pour des questions de rentabilité. Ils font le rapport entre la rentabilité du logement et le coût du crédit. Et puis surtout, ils voient avec, on va dire, effroi le fait que les loyers continuent d'être gelés. Donc, vraiment, la seule raison pour laquelle vous investissez sur le logement quand vous êtes investisseur institutionnel, c'est qu'on vous dit que c'est un produit qui est anti-inflation. Et en fait, il est anti-inflation, sauf quand il y a de l'inflation. Donc, ça devient un peu inquiétant pour le propriétaire. Mais bon, donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas tant une crise de la demande. Après, les sujets de réglementation finissent quand même par surenchérir le coût de la production à un tel niveau qu'on exclut quand même des gens de l'accession simplement. Mais on a encore une fois ce sujet de la crise de l'offre. Et une crise de l'offre qui va finir par se retourner contre la demande. Parce que si à la fin votre offre devient tellement réduite à portion congrue que seuls des gens extrêmement aisés peuvent acheter, ça finit quand même par avoir un impact sur les gens qui peuvent se porter acquéreurs des biens. Donc oui, moi je suis assez de votre avis. En tout cas, je pense que par rapport à 91, 2008, on est sur quelque chose qui va durer. En 2008, on a quand même 2008-2012, on a quand même eu l'arme des taux qui a joué. On a eu une politique budgétaire qui a aussi beaucoup joué. Là, on n'aura pas de politique budgétaire, c'est certain. Elle sera négative pour ce logement. Et on a une politique monétaire qui peut redescendre un peu, mais qui ne reviendra pas au niveau de ce qu'elle était en 2020-2022, c'est-à-dire une politique de taux d'intérêt zéro. Donc, dans ces conditions-là, on va vers 4 années, ou quelques années, très 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 difficiles. Et j'espère que ça ne dure que 4 ans. Non, mais j'espère que les élus vont se rendre compte et vont... En fait, Soyez optimiste.
Non, mais j'ai beaucoup d'espoir sur les élections municipales. Depuis des années, on dit que les élections municipales sont des moments un peu noirs sur la promotion, au sens où c'est un moment où on arrête la promotion, en fait, désormais. Avant, c'était 6 mois avant, après, ça a été 12 mois, après, ça a été 18 mois avant sur le dernier cycle. On arrête de construire, on arrête de livrer les autorisations 18 mois avant. Là, je sens monter, c'est des échos que j'ai reçus de plusieurs bailleurs sociaux, élus locaux, promoteurs à travers le pays, qui disent qu'il y a quand même une pression qui commence à se faire jour sur les élus locaux de leurs concitoyens qui disent là, le logement, ça devient un peu tendu. Et donc, j'ai espoir aux élections de 2026, le logement, alors, sans être un sujet principal des tracts politiques, mais ne soit plus à l'inverse le côté je suis très fier de ne pas avoir construit dans ma commune, qui a été quand même là aussi, il y a des villes qui ont des sites internet entiers pour se targuer de ce qu'elles ont refusé comme permis. Au bout d'un moment, on marche un peu aussi sur la tête. J'en ai une liste de toutes les villes qui font ça. Et je pense qu'on peut avoir un petit peu un discours inverse. Encore une fois, je ne crois pas trop aux côtés de maires qui veulent vraiment se mettre à complètement refondre leur ville, mais de maires qui prennent un peu plus la pression populaire et donc qui, en 2026, sentent que c'est quelque chose sur lequel il faut agir. Et agir, ça veut dire avoir des vraies actions, et ça veut dire produire plus, ça veut pas dire faire des mesurettes ici ou là, mais produire plus, au moins avoir une progression du stock de logements qui soit conforme à ce que je décrivais, c'est-à-dire à 2, 3, 4% de hausse du stock de logements par an. Je vous laisse faire les calculs, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière intervention ou est-ce que nous pouvons nous remonter le moral autour d'un verre? Le parole est saoulé là. Deux verres. Cédric, le mot de la fin? Tout simplement, je voulais remercier Robin de s'être rendu disponible parce que un gros agenda, donc c'est pour ça que ça s'est passé un mardi soir. Il est arrivé en voiture, comme vous vous en doutez, puisque nous ne pouvions pas prendre d'autres moyens pour sécuriser sa présence. Et surtout que je suis papa depuis 10 jours, donc c'est... compliqué, peut-être plus lié à ça. Et donc, il repart ce soir. Il repart ce soir, donc si vous voulez lui poser 2-3 questions, il ne faudra pas tarder parce qu'il ne va pas s'éterniser. Remercier le Casino de nous avoir accueillis. Je voudrais remercier Tiffany, que j'ai martyrisée par mes non-réponses, et pour que cet événement puisse se dérouler, et pour la remercier pour sa réactivité et puis son abnégation. Et toute l'équipe de Phébus Communication. Voilà. Et merci à vous tous. De vous retourner vers le fond de la salle pour retrouver le sourire. Tu fais un 180 degrés et tu retrouves le sourire.